Ça enregistre. Impec. J'espère qu'il y aura ton super générique. Salut gars, ça va ou pas? Ça va bien, ouais. Bon. J'espère que t'as vu quelques films parce que moi j'en ai vu mais c'est pas des films très récents. Pour être tout à fait honnête. Moi, oui, je me suis démerdé. J'ai pas vu franchement des choses de ouf. Ouais. En film récent. Comme tu le sais, dans les films, dans les derniers films, là, j'ai pas réussi à regarder le dernier. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. J'ai pas réussi à regarder le dernier Avatar. Ouais, alors moi j'étais le voir au cinéma, ouais. Ah oui, en fait, j'ai pas été. Voilà, j'ai tenu une quarantaine de minutes. J'ai vu le Indiana Jones 5. Ouais. Je dirais pas que c'est une honte comparé, si tu veux, à ce qui se fait actuellement, sachant qu'il y a eu le 4. Tu vois. Donc quand t'as vu Indiana Jones 4, t'es indulgent avec le reste. Si tu veux. Mais j'ai trouvé ça quand même assez minable. Ah ouais, carrément. J'aurais pas cru, tu vois. Ouais, pour moi, c'est quand même plus agréable de regarder que le 4. Bah ouais. Tu vois. Ouais. C'est moins de torture. Voilà. Gardien de la Galaxie 3. Ah ouais. Ok, Gardien de la Galaxie 3, ouais. Par rapport à ce qui se fait dans Marvel. Ouais. C'est la fin, c'est une fin Marvel. C'est-à-dire que le film fait 2h30. La scène de fin arrive à 1h30 d'embouteillage, où tous les personnages, toutes les sous-intrigues, en fait, bouchonnent dans une même scène qui n'a ni queue ni tête. Et donc, le début du film n'est pas si mal. Mais la fin, elle est soporifique au possible. Ah ouais. Complètement, enfin voilà, il n'y a aucun intérêt à regarder. C'est la fin de la fin. J'ai vu non, mais moi, c'est comme ça que je ressens les fins Marvel. Non, mais je veux dire, là, les Gardiens de la Galaxie 3, c'était vraiment, apparemment, c'était. Le marketing, il s'est fait sur le côté un peu. C'est la fin. C'est le au revoir. Garde, je t'ai perdu. Il y a une mauvaise connexion. Ouais, de fin, pas spécialement. Ouais. Ouais, je disais peut-être que le marketing s'est construit là-dessus, mais on peut pas dire vraiment que la scène de fin, ce soit une scène d'adieu. Gart, t'es là ou pas? Alors je suis désolé, c'est de ma faute. Là ça va beaucoup mieux. C'est ma connexion internet qui a ripé. D'accord. Parce que en fait je me sers de mon téléphone. Je me sers de mon téléphone pour faire du partage de connexion et j'étais connecté sur la Wi-Fi avec mon téléphone et mon téléphone était routeur, ce qui était débile. Aucun intérêt. D'accord. Donc là mon téléphone. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc tu disais les Gardiens de la Galaxie 3, en fait, c'était vendu un peu comme la fin. Et tu disais ouais. Oui, en fait, c'est vendu à. Si pour toi, une fin de saison de série, c'est la fin. Ouais, la fin, elle est comme ça. Ça ressemble à la fin d'une saison de série. Mais ça, c'est pas du tout un épisode d'adieu. C'est pas. Voilà, j'ai déjà vu des films, effectivement, qui mettaient un terme à une franchise. Là, c'est clairement pas le cas, quoi. Et puis, j'ai vu le dernier Mission Impossible. Ah ouais. Qui est un peu une exception dans le paysage blockbuster cinématographique actuel, mais qui est une exception au niveau des moyens mis à disposition, de type de tournage.
Mais par contre, c'est complètement débile, quoi. C'est un film qui a absolument qui est dénué de tout sens, tout sens. C'est impossible à se dire, je vais raconter ça au coin du feu, quoi. Un James Bond a plus de... T'as peut-être plus de choses à raconter. C'est bizarre l'histoire de faire 2 films, en fait. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, si tu veux, ça se termine sur un cliffhanger. Bah, qu'en est pas un. Parce que tu sais déjà... tu sais déjà où se trouve la chose que ouvrent les clés. Et puis, bah, à la fin, ça se dit, ah, bah, ils vont aller là. Bon, bah, on sait. Voilà. Bon, c'est pas justifié de faire 2 films. Ouais, après, t'es pas à l'abri d'une bonne surprise, hein, ça se trouve, ils vont prendre à l'envers. Moi, j'ai très envie de le voir, parce que ça a l'air quand même d'être assez old school. Mais Bah non, enfin oui et non. C'est-à-dire que le tournage, il est old school. Ce que ça raconte n'est pas du tout old school, c'est même l'anti-old school par excellence, puisque le concept old n'existe pas dans le film. D'accord. Voilà, il n'y a pas de vieillissement, il n'y a pas d'époque, c'est n'importe quoi. Ah, c'est carrément raccord avec on va dire la carrière de Tom Cruise au moment de tourner le film, quoi. Bah en fait, je pense que il se prend pour Lestat, quoi, Lestat le vampire, à mon avis, quoi. Parce que pour lui, il vieillit pas, si tu veux, et il rajeunit même. Tu vas voir que le personnage est plus immature que dans les autres films. Là, c'est vraiment le Cruise que tu avais dans le Mission Impossible 3. Ouais. Tu vois, et peut-être même encore plus minot, encore plus naïf. Il a tout juste 30 ans, allez, grand max. C'est ouf, parce qu'il en a le double dans la vraie vie, quoi. Non, mais c'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi, ça raconte rien comme film, c'est impressionnant. Impressionnant, quoi. Ouais. Ok, mais moi j'avais quand même envie de le voir. En plus, c'est vrai, comme tu dis, enfin... j'imagine que c'est intéressant, eu égard à l'époque à laquelle le film sort et ce qu'il raconte de l'époque. Même malgré lui, j'ai envie de dire, parce que c'est souvent comme ça maintenant avec les gros films. Non, là, vraiment, ça raconte rien. Enfin, je t'assure, ça raconte absolument rien de l'époque. Il y a même pas un truc sur, je sais pas, dans la mise en scène, il y a pas un jeu de séduction dans l'image, il y a pas une idée de refaire des films comme dans les années 50 ou. Je veux dire, ça, c'est des trucs. Bah, les cahiers du cinéma, ils seraient capables de t'écrire ça, mais est-ce que ce serait vrai? Voilà, franchement, regarde le degré de sincérité du film. Essaye, je sais pas, de raconter, se dire, bon, j'ai vu le film, puis je vais le raconter à quelqu'un, je vais voir si ça l'intéresse. Évidemment, ça parle de rien. Ah ouais. Ça parle de rien. Quand tu regardes Die Hard, ça parle de survie d'un mec populo qui passe des journées trop dures. Ouais, ça parle de Brooklyn. Le mec qui regarde Die Hard, il se dit, putain, on dirait ma journée de taf. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, absolument, ouais. ça parle de quoi, là, Mission Impossible Mais on revient souvent à ça, hein, d'ailleurs. Hein, il y a ce côté un peu, effectivement... en fait, moi, ça raconte un truc, mais ça raconte un truc qui est un peu malsain et que t'as pas envie de raconter aux gens. Non, mais ce que je veux dire, c'est des Gremlins à Die Hard, c'est souvent le prolétariat au cinéma, quoi. Bah là, non. Parce que, en fait, si tu veux, ce que ça raconte, c'est en gros, c'est Tom Cruise qui veut faire une sorte de film de propagande pour dire qu'il est toujours sympa avec les meufs. Et que en même temps, les meufs, si elles prennent un peu de distance avec lui, c'est pas grave, il les remplace par deux autres. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un peu ce que ça raconte. Ouais, pas grand chose, quoi, hein, en vrai. Un ego trip encore. Hein. En fait, tu sais, t'as une scène complètement débile qui se passe à Paris dans un des épisodes de Mission Impossible. Ouais, celui juste avant. Il s'imagine qu'il bute une fliquette et en fait, il la bute pas. Ouais, elle est horrible cette scène. Et bah, cette scène, c'est le fil rouge de Mission Impossible Dead Reckoning. Partie 1. Pas ouf, quoi. C'est le fil rouge, en fait, c'est débile. Et c'est vrai que dans ce que tu disais, à Hollywood, souvent les acteurs, même pas que à Hollywood, mais en général les acteurs
depuis les années... Enfin, je sais pas depuis quand exactement, mais les acteurs, c'est un peu... ils sont un peu la somme de tous les rôles qu'ils incarnent, quoi. C'est-à-dire que quand ils sont castés, généralement, ils sont castés en fonction de ce qu'ils ont déjà fait pour apporter... tu vois, je reviens souvent à cet exemple, mais quand Kevin Costner il fait Elliot Ness dans Les Incorruptibles, Oliver Stone, quand il va le caster pour faire pour faire le procureur dans JFK, il caste entre autres un Elliot Ness, quoi, tu vois. Donc bah là, si tu veux, c'est compliqué parce que on est sur une exception. Je te rappelle que donc Mission Impossible, que moi ça me fait du mal de parler de ce film. Je pense qu'il faudrait parler d'autre chose. Si tu veux, ça sort dans un contexte où les films qui cartonnent au box-office, qui sont présentés comme les deux gros films, c'est Oppenheimer et Barbie. Moi, j'ai... Comment te dire, Oppenheimer par Christopher Nolan, pour moi, c'est comme The Aviator par Scorsese. J'en ai rien à carrer. Pour moi, c'est un état anormal du cinéma. Qui va aller voir la vie de The Aviator ou d'Oppenheimer, qu'est-ce que ça a raconté, sachant que les mecs qui font ça, c'est pas non plus des Tarkovsky, ouais, c'est clair, ou des Bresson, ou des gens qui vont transcender leur sujet, quoi. Au contraire, c'est plutôt des gens qui vont se vautrer dans des effets complètement bidons. Donc ça, j'ai pas envie de le voir. Puis Barbie, c'est une marque. Ah putain, quel enfer. Tom Cruise, en fait, il fait des films sur son nom, mais c'est pas Clint Eastwood ou Kitano ou ni même Stallone, tu vois. Stallone, quand il fait Expendables, là, tu peux dire, oui, effectivement, Stallone, c'est la somme de tous les flics militaires, mercenaires, assassins, bourrus qu'il a incarné durant sa carrière. Et puis il fait une sorte de film somme en fait de ce qu'il a incarné au cinéma dans un état un peu parodique, voilà, spectaculaire. Tu peux pas dire ça de Tom Cruise. Tu peux pas dire ça de Tom Cruise. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Tom Cruise, c'est le mec qui a fait Risky Business, puis c'est le mec qui a fait aussi le tueur dans Collatéral. Et bizarrement, quand tu vas voir Mission Impossible, Dead Reckoning, t'as l'impression de jongler entre ces deux types de rôles, c'est-à-dire le mec immature qui fait des blagues à 2 balles, non. qui fait des sourires, Je suis sûr que si tu trouves des traces du tueur de Collatéral dans Mission Impossible, Dead Reckoning, c'est juste à tuer des gens de sang-froid, quoi. C'est tout. En fait, et de faire passer ça pour un acte de terrorisme. Il ne tue pas des gens de sang-froid dans le film. Ah ouais. Il a vraiment rajeuni, c'est-à-dire que en fait, il est plus attiré par les scènes romantiques et les scènes de comédie romantique que par le reste. Ah, d'accord. Par les cascades, c'est le seul truc dans lequel il s'illustre. Franchement, honnêtement, le côté, c'est des vraies explosions, c'est de la vraie casse, mélangé à quelques effets de synthèse, c'est des vraies cascades. Ça, c'est la partie respectable du film. Parce que du fait que ce soit partiellement au moins construit sur du dur, ça veut dire qu'il y a des rushs, ça veut dire qu'il y a de la temporalité. Ça veut dire qu'il y a des ouvriers sur le tournage. Et ça veut dire, du coup, il y a de la matière à sculpter, tu vois ce que je veux dire. Ouais, absolument. Donc tu as du vrai montage, notamment le montage sonore qui expérimente des choses. Enfin voilà. Mais bon, je veux dire, quand tu as vu Ad Astra de James Gray, ce que ça a produit comme expérimentation, Mission Impossible, c'est pas terrible non plus, quoi. Et du coup, Oppenheimer, tu l'as pas vu, toi? Non, puis je le verrai pas. J'ai lu, il y a l'édito des cahiers qui était en... Enfin, je sais pas si c'est l'édito, mais il y avait la critique d'Oppenheimer des cahiers qui était dispo gratuitement sur leur Twitter ou leur Facebook ou leur site. Que j'ai lu, et en fait ils parlent ils font une analogie entre le fait que dans le film la bombe elle détruit tout un tas une ville, mais quartier par quartier, et puis le fait que le film est un blockbuster. Et en fait du coup c'est la phase terminale du blockbuster Oppenheimer, en fait. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme analogie, voilà.
Alors intéressant. ils disent pas que c'est bien. Hein. Ils disent pas que c'est bien, hein, bien au contraire. Hein. Mais d'ailleurs le fait, en fait ils disent pas vraiment pourquoi c'est pas bien. Mais ça c'est un peu dommage. Enfin disons que la raison elle est un peu futile. Mais par contre j'ai trouvé l'analogie plutôt intéressante. Est-ce que c'est pas un peu la fin de ça quoi, la fin des blockbusters? Alors quoi. moi non, je suis pas du tout d'accord. Je trouve ça même complètement à l'ouest. C'est sorti en quelle année Gladiator? 2001 je crois. Ouais, ça, putain, dans le genre phase terminale du blockbuster, ça se Ah peut ouais. faire. On est en 2023. C'est clair. Blockbuster. Non, mais quel est ton nom? Je m'appelle Radiateur. Non, je m'appelle Gladiateur. Non mais Et le truc, sérieux, quoi. non mais 2h30, là ok les catcheurs. on est Tu d'accord. aurais fait jouer le Gladiateur, là. Tu l'aurais fait jouer par Undertaker. Commode, tu l'aurais fait jouer par Hulk Hogan. Commode, c'était foutu sur. Ils avaient bon Gladiator. Ils ont voulu faire croire que c'était un film sérieux avec du budget. C'est de la merde, ça raconte rien, c'est de la daube. Un mec qui écrit dans les cahiers du cinéma qui dit que le blockbuster est en phase terminale en 2023, ça confirme ce que je pense des cahiers du cinéma. Je sais pas s'ils ont vu Last Action Hero, je sais pas s'ils ont vu Los Angeles 2013, je sais pas s'ils ont vu Demolition Man. C'est des films qui datent des années 90. Mais tu sais que je repense. Mais ouais, et tu sais quoi, ce que je te disais sur. C'est marrant parce que j'y repensais. Ce que je te disais sur le fait que l'acteur. En tout cas, je sais pas si c'est à Hollywood ou ailleurs, mais le fait qu'il soit la somme de tous les rôles qu'il a fait. Mais du coup, je pensais à Schwarzenegger, je me disais, mais en fait, Jack Slater, c'est exactement la somme de tous les rôles qu'il a fait. C'est la phase terminale de ça, en fait. Tu peux pas aller au-delà du film. Enfin, tu passes derrière l'écran, quoi. Ouais. Après, actuellement, quels sont les acteurs qui fédèrent un blockbuster sur leur nom? Eh ben écoute, de Gladiator à Napoléon, quoi. Ridley Scott, il a 80... C'est un réalisateur. Ouais, je sais, ouais. 91 ans ou 93 ans, je sais plus. Il a fait quasiment autant de films entre 2001 et 2023 que avant 2001, quoi. Et le mec s'arrête jamais, quoi. C'est hallucinant. Et donc là, c'est la même chose. Voilà. Et toi, t'as envie d'aller voir un truc Napoléon Bah, en vrai, je le regarderai. Parce que pourquoi parce que Napoléon, c'est la grosse curiosité, quoi. Pour le personnage, le récit historique. Mais je sais que je serai agacé par le film. Moi, je sais que c'est pas vrai, je sais que t'en as rien à carrer de Napoléon. Et qu'en fait, parce que c'est Ridley Scott et que t'as une industrie, les médias qui te dit si, c'est quand même Ridley Scott, il y a quand même Joaquin Phoenix et que ça parle de Napoléon. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça va raconter de Napoléon, quoi? Ouais, pas grand chose. Je veux dire, quand James Bond il va à Paris, tu vois la Tour Eiffel, il boit du rosé, voilà. Ce sera pareil, ce sera comme ça, Napoléon. Ouais, alors t'as quand même une direction artistique, les costumes, les décors. Justement, je trouve pas ça ouf, quoi. Mais bon. Ouais, et puis c'est déjà, c'est même plus du cinéma, j'ai envie de dire. C'est déjà encore, c'est presque pensé pour ton iPad, quoi. Mais ouais, ça me donne. Tu sais, Oppenheimer, Barbie, Napoléon, tout ça, je mets ça dans le même sac. En fait, je m'en carre un peu les steaks, quoi. Mais bien sûr, parce qu'en fait, les gens s'en battent les couilles. Mais vraiment, c'est pas pour faire mon rebelle, hein. C'est juste que. Moi, en fait, regarder des films en ce moment, il faut vraiment que ça me procure une émotion bien particulière, sinon ça sert à rien, quoi. C'est-à-dire que je suis arrivé à. C'est qu'il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'on te persuade que ce qui se passe là, c'est vraiment important. Tu vois, un peu comme, par exemple, on va te persuader que ChatGPT, c'est une véritable intelligence. Tu vois, alors que c'est surtout une manière artificielle de te faire croire que quelque chose est intelligent. Absolument. Tu vois, y a un effet d'engouement, même quand tu as écouté une conférence d'un mec en robotique qui a dit voilà, je suis un des concepteurs de ChatGPT, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, vous verrez que c'est pas un véritable être numérique. C'est juste des requêtes. C'est tout. Et t'oublies, et puis t'es pris dans le truc, puis tu sais, t'y crois. Pareil, moi je me rappelle quand je bossais à France Télévisions, j'avais eu en 2 jours
absolument toutes les infos sur l'affaire DSK. Parce que je travaillais à France Télévisions pendant l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Et j'avais, si tu veux, à chaque fois que tous les jours il sortait une information sur cette affaire, je la connaissais déjà. Parce que tout était sorti en 2 jours. Et que les médias, ils diffusent information par information un peu tous les jours pour distiller ce qu'ils ont. Et moi, je me rappelle avoir participé à une émission de radio, en fait, où un mec, un présentateur radio, il avait reçu un SMS qui disait qu'ils avaient retrouvé du sperme, en fait, tu sais, sur le tapis de DSK, et que le mec, il était là, oh putain, ça y est, il est mort, il est cuit. Puis moi, j'étais là, ah ouais, putain, ça pue pour lui et tout. Puis je me rappelle que j'étais parfaitement au courant qu'ils allaient retrouver ce sperme-là, parce que le lendemain de l'affaire DSK, il avait avoué qu'il avait effectivement eu des relations sexuelles avec la meuf, en fait, dans le salon. Puis j'ai complètement zappé que c'était absolument pas une information importante. Toi, j'étais pris dans le truc parce que je participais à une émission de radio, il y avait une info en direct et tout, quoi. Ça, en fait, on te répète que c'est vache, que Ridley Scott, c'est un auteur, que c'est un grand réalisateur et tout, ce qui n'est pas le cas. Enfin, je sais pas, c'est pas que je veux dire que Blade Runner c'est de la merde ou c'est pas ça que je veux dire, mais Ridley Scott, c'est même pas William Friedkin. Oui, c'est un publicitaire, Ridley Scott. C'est pas Kurosawa, c'est pas Hitchcock, et pour moi, c'est même pas William Friedkin, c'est-à-dire c'est même pas ce grand auteur qui a pas eu la carrière qu'il méritait. Tu vois, je peux dire ça. Ridley Scott, c'est pas un immense réalisateur. En ce moment, il cachetonne à mort en faisant des films complètement débiles. Napoléon, ton avis, est-ce que Ridley Scott s'est dit oh putain, j'adorerais faire un film sur Napoléon, mais putain, et est-ce que tu crois qu'il y a des spectateurs qui se lèvent le matin en disant putain, j'aimerais tellement les Américains ils fassent un film sur Napoléon? Ça serait vraiment tellement... Non, les gens s'en battent les steaks. C'est pas vrai, c'est pas un événement. Mais toi, on est pris dans le truc, quoi. C'est comme ça. C'est comme, tu vois, pour regarder Mission Impossible. Si tu te coupes de Twitter et YouTube, en vrai, tu n'es pas pris dans le truc. L'espace médiatique, il est quand même restreint à ton écran de téléphone, quoi. Et c'est Barbie ou Oppenheimer. Ouais, absolument. Qu'est-ce que tu irais voir un truc pareil? Ouais. Qu'est-ce que tu irais voir un truc pareil? Je veux dire, même Avatar, tu vois ce que je veux dire? Qui c'est qui sont fous d'Avatar? Ah ouais, c'est clair. Tu vois, c'est Noël, achète un jouet Avatar à ton fils. S'il en a la carré, quoi. Mais même pas, hein, parce qu'en vérité, les jeux Avatar, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est pas... Bah ouais, mais évidemment, parce que les gens s'en battent. Non, Avatar, c'est vraiment une anomalie, hein, c'est chelou. Je sais même pas si l'industrie voulait ces films-là, en fait. Ils étaient limite pris en otage par... Tu passes 3 heures avec des types qui ont des gueules de cons, enfin, je veux dire, tu vas... Et puis surtout, c'est dur à vendre parce que c'est des films en 3D, et la 3D à vendre, c'est quand même compliqué, quoi. On te promet le spectacle, mais on te montre pas une miette. Moi, avant tout, c'est-à-dire, j'arrive pas à me dire qu'il y a un être humain, qu'on appelle spectateur, qui se dit, putain, j'aimerais aller voir un film de 3 heures avec des mecs à la peau bleue de 3 mètres qui ont des gueules de cons, et puis les suivre, vivre leurs aventures. Alors, avec des mecs à la peau bleue de 3 mètres, pas de problème. Avec des gueules de cons, c'est là où ça commence à être compliqué. Parce que faut vraiment dire, c'est insupportable. Aussi bien fait que ça l'est, ça reste quand même une direction artistique qui est insupportable. Et en plus de ça, franchement, ça dure 3h20 ou 3h30, je sais plus. T'as facile 2 heures de film où c'est juste une prouesse technique sur des échanges de regards et tout qui sont vains, quoi. Enfin, je veux dire, ok, tu regardes un film sur une famille, j'ai pas grand chose à dire, quoi. Là où autant dans le premier, toute la mise en place était super intéressante parce qu'il y avait un parallèle entre le fait que tu rentres dans la salle de cinéma et que le personnage du film lui-même rentre dans un espèce de sarcophage pour se projeter dans le personnage. Toi, avec tes lunettes, tu rentres dans le personnage aussi, à travers ses yeux. Il y avait un fantasme, si tu veux, quoi. D'emmener le spectateur vraiment à la première personne dans le film, sur l'interactivité, quoi. Dans le 2, il n'y a pas ça, quoi.
Il y a vraiment pas ça. Après, il refait Moby Dick pendant l'heure et demie qui reste. C'est vraiment grandiose. L'heure et demie, la dernière heure et demie est vraiment grandiose. Ça, le rythme est incroyable. Ça envoie le pâté dans tous les sens. Il y a moins, si tu veux, c'est plus des personnages qui enchaînent des actes de bravoure. Même les gamins. Donc si tu veux, c'est moins dérangeant. T'es moins dans le sentimentalisme, même si t'y es quand même un peu. Mais c'est plus vénère, quoi. C'est plus bestial. Par contre, ça reste quand même, comme tu dis, des mecs de 3 mètres bleus avec des gueules de con, quoi. Et ça, tu pourras pas me l'enlever. Et en plus de ça, je vais même te dire, je vais aller plus loin. C'est-à-dire que derrière ces gueules de con, il y a des vraies gueules de con. Des vrais acteurs qui sont des vraies gueules de con. Et ça se ressent, et la prouesse est là. C'est-à-dire que la gueule de con transpire, quoi. À travers la gueule de con. Quand je regarde le retour du Jedi, pour moi, les Ewoks, c'est nous. Tu vois, ils sont pénaux, ils sont terribles, ils aiment posséder des choses, tu vois, c'est nous, quoi. Ouais, ça parle de nous, les Ewoks. Qu'est-ce que les Gremlins, c'est nous. C'est quoi ces connards d'Avatar là, ils sont censés être qui, au juste? Ouais, mais tu vois, ça raconte quoi? Ouais, bah, mais en fait, l'antagoniste dans Avatar, il est fort. Tu vois, il y a un antagoniste humain. Et là, justement, il prend la même forme que les avatars. En plus, c'est une espèce de déclinaison, parce que dans le 1, il meurt. Dans le 2, il revient, mais sous une autre forme. Et par contre, ça, je sais pas si du coup, si t'as vu le début, en fait, il se laisse un message à lui-même. Enfin, il laisse un message à son clone. Moi, je trouvais que c'était... si tu veux, tu pars sur un personnage qui a quand même des motivations qui tiennent pas sur grand chose, quoi. C'est littéralement sur une feuille de route, il se rattache à ça, tu vois, et en fait il s'interroge là-dessus au fur et à mesure du film. Je trouve ça intéressant, quoi. Mais puis moi, à part tous les engins de mort humains qu'il y a dans le film qui sont incroyables, enfin là, la première séquence où les vaisseaux spatiaux arrivent, ils crament tout, t'as toute l'artillerie qui descend, mais vraiment en 3D, c'est ouf. C'est vraiment, allez-y, faites Warhammer 40 000, hein. Go les gars, vous avez la... Mais tout le reste, vraiment, tout le reste est inintéressant, quoi. Ouais, on en reparlait avec ma femme. C'est vrai que le film, si tu veux, il est passé un peu crème. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas trop vu le temps passer. Mais il nous en est pas resté grand-chose, quoi. D'accord. Mais je trouve ça un peu, si tu veux, moi, il n'y a pas vraiment d'émotion, en fait. Ouais. C'est un peu triste, quoi. Mais par exemple... Bon, imagine, t'es au cinéma, il y a Verhoeven qui fait un Robocop 4 ou 5, tu vois que cinéma, puis t'as Avatar, tu vas aller voir quoi? Robocop 4 ou 5, fait par Verhoeven. Il y a John McTiernan qui fait un reboot de Predator, et puis il y a Napoléon de Ridley Scott, tu vas voir quoi? Le reboot de... Attends, par McTiernan. Mais après, si tu veux, le problème, c'est que je suis pas tout seul à aller au cinéma, quoi. Donc, généralement... Mais c'est que surtout, il passe rien au cinéma. Il passe Barbie, il passe Oppenheimer. Ah, c'est clair. Il passe Napoléon. Là, il passe les Schtroumpfs. Nous, on a booké sûr avec les enfants. On va aller voir le Miyazaki. C'est une demande générale. Mais à part ça, je sais pas ce qu'on pourra aller voir, quoi. Très clairement. Bah, exactement, est-ce qu'il y a pas grand chose. Ah, puis alors, pour même un spectacle où tu peux emmener tes enfants, un spectacle de cinéma où tu peux emmener tes enfants, franchement, c'est une catastrophe, quoi. Genre, Super Mario Bros. Non, il faut pas aller voir ça. Ah, mais c'est nul, mais nul à yèche, quoi. Putain, mais en fait, qu'est-ce que c'est mauvais, quoi. Un problème aussi, c'est que en fait, nous, on a peut-être un petit peu abusé, si tu veux. Quand on était môme, t'avais la VHS de Basic Instinct qui traînait sur la table du salon. Ça nous a pas traumatisé non plus. Je veux dire, mais je comprends que c'était un petit peu abusé parce que c'était les débuts des vidéoclubs. Mais oui. Les mecs, ils louaient la vidéo, ils laissaient la VHS. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais l'autre fois, on reparlait avec Dario et tout. On parlait des classiques avec ma chérie justement parce que pour voir Dario voulait savoir ce que Annelise elle avait déjà vu ou pas. Et on parlait de films d'horreur. Elle fait L'Exorciste, elle fait ouais, je l'ai vu, mais ça m'a pas fait peur.
Et là, je me suis dit, tiens, c'est dingue, l'exorciste, c'est tout de suite. Dès que tu évoques l'exorciste, peu importe avec qui tu l'évoques, c'est tout de suite le réflexe, c'est ou ça m'a fait peur, ou ça m'a pas fait peur. Tu sais, c'est tout de suite, tu te confrontes à la question de la peur. Exactement. Et en fait, le truc, c'est que moi-même, je me suis rendu compte que la première fois que j'ai vu l'exorciste, en fait, ça m'avait pas du tout fait peur parce que j'étais jeune. Et là, je me suis dit, putain, mais attends, j'ai regardé l'exorciste bien avant l'âge normal, avant de le voir, quoi. C'est sûr, c'est la preuve. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je le revois à l'exorciste, je suis terrifié. C'est comme Halloween de Carpenter. Je connais par cœur mètre carré par mètre carré dans ce film, mais je suis terrifié par le dispositif. À chaque fois que j'entends le début de musique, le contre-champ, et puis on voit qu'il fait un pas de côté derrière la haie, ça me terrifie parce que tu sais jamais ce que ça veut dire en fait. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. Mais oui, comme tu dis, c'est vrai qu'une VHS de Basic Instinct, ou même... c'est marrant parce qu'on va revenir à Paul Verhoeven, mais même un Robocop ou la chair et le sang, c'est pas... Bon, la chair et le sang, c'est quand même traumatisant, mais... Moi, j'étais au collège quand j'ai eu. Ouais, mais moi, je devais pas être vieux parce que... J'étais en primaire quand j'ai vu La Mouche. J'étais en primaire quand j'ai vu les Terminator 1 et 2. Moi, je suis devenu cinéphile, je pense que je devais avoir 10 ou 11 ans. Et je crois que la première fois que je me suis intéressé au nom d'un réalisateur, c'est parce que on avait un magazine télé à la maison qui s'appelait Télécassette. Ouais. Et dans lequel ils mettaient les jaquettes des films que tu pouvais enregistrer et tu te mettais la jaquette. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Je sais pas si à quel point le film était devenu un objet que tu collectionnais. Et je collectionnais des jaquettes. J'ai tous les télécassettes qui passaient, peu importe le film. Je coupais systématiquement toutes les jaquettes, je les classais par réalisateur, machin et tout. Et la première fois que je me suis intéressé comme ça, avant de faire tout ça, la première fois que je me suis intéressé au nom de quelqu'un, c'est après avoir vu New York 97, sur la 5e, c'est John Carpenter. C'est le kilomètre zéro de ma cinéphilie, quoi. Mec, j'étais bien trop jeune pour le voir, New York 97. Mais parce que ça passait à la télé, il n'y avait pas de filtre. Et ça m'a pas empêché de dormir. Bon, après, toi, tes mômes, ils sont encore vachement jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même des gens qui se privent pour montrer des choses complètement édulcorées. Absolument. Et surtout... Le film dont je vais te parler tout à l'heure, pour moi, tu peux emmener ton gars. Il est extrêmement violent, mais pour moi, faut le montrer au gamin de 10 ans, quoi. Tu vas parler de RRR. Bah oui, évidemment, je vais t'en parler. Là, je vais Rajmouli. Expliquer les films que j'ai vus. Est-ce que tu crois que j'ai passé mes vacances en me disant tiens, je vais me mater plein de blockbusters américains? Absolument pas. Non, j'ai beaucoup maté de films indépendants, tu vois, dont je ne vais pas te parler. Parce que les films indépendants, c'est là où tu as du vrai divertissement. Si je te fais chier à parler de blockbusters américains, c'est pas pour rien. Dis-moi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as vu? Non, non, j'ai pas vu. Tu vois, en fait, on fait le podcast, sinon j'aurais commencé à le regarder ce soir. Non, je l'ai pas vu. Après, j'ai très très envie de le voir. Clairement, ça fait depuis un moment que j'ai très très envie de le voir. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression de prendre la mesure de ce que tu racontes parce que je comprends bien l'enthousiasme que t'as. Grave, hein. J'ai compris. C'est pas qu'un enthousiasme. Parce qu'en fait, je t'explique, par exemple, quelqu'un qui me dit bah moi je suis pas rentré dans le film, j'aime pas le film. Et bah tu sais, j'essaierai pas de le convaincre en lui disant, parce que moi-même j'ai un rapport au film qui est affectif. Si tu veux, c'est voilà, j'ai de l'affect pour ce que ça raconte, pour ce qu'est le film. Mais pour moi, j'irai pas te dire c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Mais je peux tout à fait comprendre que quelqu'un il n'aime pas le film, il soit pas attaché à la philosophie, à l'esprit du film, ça je peux le comprendre. Par contre, objectivement, pour moi, ça reste un film important. C'est pas un film important dans l'absolu. C'est un film important pour un occidental qui vit dans les années 2020 actuellement. Parce que c'est une sorte de miroir, de révélateur sur notre consommation du cinéma, sur ce que l'industrie du cinéma nous propose en Occident.
C'est un peu comme, si tu veux, comme quand tu regardais, comment dire, des blockbusters américains soi-disant impressionnants, alors qu'ils se transformaient des fois en thriller. T'avais une explosion et un coup de feu dans tout le film, tu vois, alors qu'ils mettaient Stallone et tout, et que tu découvres Zoo, les guerriers de la montagne magique de Choyark, et que tu te dis, il y a un problème. Ouais, je comprends. Il y a un problème. Je suis allé louer cette VHS où tu montes une explosion, et puis Stallone sur la jaquette. Tu vois Stallone t'appelle la machine pendant 1 heure. À la fin, t'apprends que le tueur en série, c'était son beau-frère. Tu vois, des films comme Les gens nous trouvent, ou des conneries comme ça, des daubes. Puis tu mates Choyark, tu te dis, mais attends, les Américains, ils se foutent de ma gueule, tu vois. Mais ça, c'était sympathique dans les années 90, parce que effectivement, t'avais quelques films blockbusters qui essayaient de te foutre de ta gueule. Là, le problème, c'est quand tu vas voir RRR, il met en porte-à-faux, il met à défaut le divertissement cinématographique occidental. C'est-à-dire que c'est un peu, tu vois, ta meuf te dit qu'elle t'aime, tu découvres qu'elle te trompe avec meilleur ami, tu ne pourras plus jamais la croire qu'elle te dit qu'elle t'aime. Quand tu vois RRR, tu aimes ou pas, tu ne peux plus me dire ouais, Oppenheimer quand même, ça pourrait être intéressant. Oh, allez voir Avatar, oui, ça pourrait être intéressant. Oh, le dernier Marvel, oh, Napoléon, t'en branle. Parce que RRR, c'est déjà un peu Napoléon, c'est déjà un peu les Marvel. Bon, c'est pas trop Oppenheimer, mais il y a quand même un côté aussi Transformers super-héros. C'est un film qui, en fait, te promet les mêmes choses que le cinéma occidental de divertissement blockbuster, et lui te les offre. Et quand je te dis, par exemple, que moi, ce qui m'a choqué dans Mission Impossible, c'est que ça raconte rien, et que je ne peux pas croire qu'un mec qui a passé une dure journée de boulot, tu vois ce que je veux dire, on est des êtres humains, c'est des êtres humains qui regardent des films. C'est pas des spectateurs, c'est des êtres humains, tu vois, c'est pas des simples consommateurs. Il a envie qu'on lui raconte l'histoire de Dead Reckoning. Moi, j'y crois absolument pas. Je pense qu'il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre de l'histoire comme Tom Cruise, il en a rien à foutre de Ving Rhames et de Simon Pegg. Ah ouais. Il t'en fout. RRR, ça raconte une histoire, l'histoire la plus débile du monde. Tu vois, c'est moi j'avais vu un vieux péplum sur la 5e, péplum italien, qui s'appelait Hercule contre Ulysse. Ouais. Et ben RRR, c'est ça. C'est un film indien. Le mec, il a pris 2 héros de la résistance indienne qui se sont jamais rencontrés, puis il les a fait se rencontrer dans une histoire. Voilà. Et ça t'offre très généreusement ce que ça promet. Non mais moi, en fait, au départ, avant même que t'en parles, si tu veux, le film avait l'air complètement fou et dingue. Et t'entends, mais il y avait le côté, tu sais, justement, gros blockbuster, qui du coup m'avait un peu freiné. Par contre, maintenant, vu comment t'en parles, évidemment, puis là en plus, pour avoir regardé un peu la bande-annonce, c'est quand même assez fou ce qu'ils proposaient en termes d'action. Et puis en plus, ça a l'air de pas lésiner sur la violence. En tout cas, exactement. Sur mais par contre, c'est de la violence qu'un môme peut regarder. Ouais, voilà. C'est graphique, mais c'est presque naturaliste. C'est-à-dire que les meufs en prennent pour leur grade, c'est pas hors champ, quoi. Et par contre... Il y a une scène qui est très, très perturbante au niveau de la violence. Après, je te laisse parler. C'est une scène pendant laquelle tu vois quelqu'un se faire torturer de manière assez sanglante. Et en fait, le langage utilisé est celui des dessins animés Walt Disney. C'est très particulier. Ça a l'air d'être hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement, le monde dans lequel on enferme un peu nos enfants aujourd'hui, c'est un peu le monde de Disney. Il est hyper édulcoré, il faut surtout que rien dépasse, il n'y a aucun problème dans le monde, tout le monde est égalitaire.
Enfin, tu sais, c'est vraiment, c'est compliqué, quoi. Et ça va aller jusque dans Super Mario, quoi. Mais quand je regarde RRR, je me dis, mais attends, c'est un film de Bollywood, ça veut dire qu'il y a quand même des chansons, il doit y avoir des passages qui sont dansés, parce que là, on les a pas vus C'est un film de 3 heures chorégraphié. On les a pas vus pendant la bande-annonce. Voilà, je pense que c'est une bande-annonce destinée aux occidentaux. Mais moi, putain, ça me fait kiffer, quoi. Et pour regarder beaucoup de films de Minelli, des Powell, des trucs comme ça et tout, je pense que c'est ça, même des films de John Woo, tu vois, ça me rappelle un peu cet esprit-là, quoi. Ouais. Alors en fait, si tu ne vois pas beaucoup de chansons dans RRR, c'est tout simplement pour des problèmes de langue. La version que je t'ai envoyée du film, donc ce que je l'ai vu 3 fois. Le mec qui aime sans compter. Normalement 2 fois. C'était mon souhait, mais je l'ai vu une 3e fois pour un problème de langue, justement. La version que je t'ai envoyée, la vraie version originale, c'est-à-dire la version en Telugu. Le film, parce qu'il a un budget conséquent, il doit être doublé, et ça vaut aussi pour la musique, il doit être refait en hindi, en tamil, et en 2 autres langues dont je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, en 2 autres langues. Donc, en fait, il doit être toute la musique, toutes les paroles doivent être chantées dans 5 langues différentes. Donc, ce qu'ils font, effectivement, c'est que, et ça, c'est un problème courant dans le cinéma indien. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de procéder comme ça. C'est la prouesse quand même. En général, c'est qu'ils vont composer entre 3 et 7 chansons en fonction des films, qui sont des chansons clés et qui vont mettre un budget assez énorme, généralement, pour traduire toute la musique, les paroles, en des langues qui vont de 3 à 6 en général, pour rentabiliser le film. C'est ouf. C'est un labeur. Pour le coup, c'est vraiment un travail d'ouvrier, quoi. Presque. Exactement, c'est ce qui fait aussi que les scènes musicales dans ces Bollywood sont généralement élaborées. Mais je veux dire, ils sont d'abord conceptualisés dans des bureaux, avec ensuite conceptualisés avec des conseillers. En fait, c'est le Seigneur des Anneaux. Le travail, c'est le Seigneur des Anneaux par chorégraphie, quoi. Si tu veux. Ah ouais. Et c'est au millimètre. C'est vraiment. Il y a même des fois, ils retournent le labial pour les clips. C'est pas toujours le cas. Ouais, ils changent carrément certaines inserts. Avec un labial différent, tu vois, avec trois labials différents. Ah ouais. Ok, cool de savoir que j'ai la version la plus authentique. Et c'est marrant d'ailleurs hein, que des cinéastes comme Johnito ils reviennent à ça aussi, quoi. Dans les derniers films. Parce que là, on n'est pas sur quelque chose, d'indépendant. Alors, c'est compliqué parce qu'effectivement, RRR n'est pas un film de studio comme on l'entend maintenant aux États-Unis. Ça serait plus un film de studio comme on pouvait en faire dans les années 70, début des années 80. Comme par exemple Spielberg quand il fait E.T. C'est un réalisateur qui va convaincre un studio d'investir dans un film dont il va garder le contrôle, dont il propose le sujet original. Tu vois. Sauf que là, c'est différent encore, parce que Spielberg, il dit que pour E.T., il a repris un vieux scénario, tu vois, qui traînait à Hollywood. Ouais. Alors que là, RRR, c'est une idée originale du réalisateur et de son père, qu'ils ont travaillé eux-mêmes, tu vois, comme dans un petit cabinet artisanal, et ils ont cumulé des fonds pour pouvoir le produire. Mais c'est un blockbuster. Tu vois, c'est pas du tout comparable à un film de Johnito, par exemple. Oui, bien sûr. Moyen. Genre Chasing Dream ou The Office, quoi. En fait, je sais pas si c'est le film le plus cher du cinéma indien, parce que je pense que Bahubali, qui est le film en 2 parties qu'a fait avant Rajamouli, à mon avis, devait être plus cher. Mais en tout cas, c'est un énorme budget. Ok, hyper intéressant. Bah écoute, j'ai hâte de le regarder en vrai. J'ai très hâte.
Je voulais me le regarder sur le Vidéoproche en qualité Blu-ray, en mode grand spectacle, mais tu m'as donné la bonne qualité pour le voir, donc voilà, j'attendrai peut-être pas pour le voir, quoi. Non, ça ne sert strictement à rien en fait de comment dire, d'attendre le bon moment pour le voir, ou la bonne qualité, parce que en fait, comment te dire, moi je comprends que quelqu'un qui veut regarder le Seigneur des Anneaux, je veux dire, il a envie de le voir sur un bel écran avec une bonne qualité d'image et de son, parce que le Seigneur des Anneaux, ça raconte rien. Et je veux dire, si tu peux même pas te dire que tu l'as regardé avec la meilleure qualité d'image possible, il n'y a pas d'intérêt vraiment à regarder le Seigneur des Anneaux. Tu vois ce que je veux dire? Alors que par contre, quand tu regardes RRR, c'est du cinéma qui raconte quelque chose. Et que t'aimes ou t'aimes pas, et donc tu regardes le film sur ton écran d'ordinateur portable, tu vas être absorbé, quoi. Yep. Ok. C'est sûr que le Seigneur des Anneaux, il faut 3 films pour raconter pas grand chose. Bah, effectivement, là tu vas voir, pour moi je fais vraiment la différence avec par exemple ce cinéma américain. C'est-à-dire, je ne sais pas comment t'expliquer, parce que c'est au-delà de la forme. Je vais virer Steam. Ouais, donne-moi une seconde, je vais juste chercher une autre bière, j'arrive. Ouais, ça marche. Ouais, c'est ma dernière cartouche avant la sobriété. C'est vrai en plus là, ça a été un peu l'excès pendant les vacances là, le sucre, l'alcool. Oh, putain. Là faut revenir à la tête. Comme si c'était Bah ouais, après c'est des facteurs de vieillissement prématuré tout ça. J'ai envie de profiter de mes enfants. Bah écoute, donc moi comme je te disais, c'est marrant parce qu'on va revenir à une question que je t'ai posée et tu m'avais dit attends je vais t'expliquer pourquoi c'est pas possible de refaire des personnages comme ça aujourd'hui. Alors en fait moi du coup je suis un peu coincé dans du cinéma de patrimoine si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait essentiellement je regarde que des films des années 60-70 italiens pour la plupart et qui sont des films policiers. C'est vraiment mon kink. C'est vraiment là où j'ai le plus d'émotion, quoi. Parce que ça parle aussi, si tu veux, de l'époque dans laquelle c'est fait, vraiment en direct. C'est passionnant. Ouais. Et puis je trouve que ça parle beaucoup de notre époque aussi, en fait, par effet d'escalier. Donc, moi, il y a notamment dans les films que j'ai regardés, il y a le Il ragazzo del massacre. Qui est un film italien de 1969, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui ragazzo del massacre. 69 mon gars, putain j'ai vu juste. Eh ben regarde, il est complet sur YouTube. Si c'est pas un truc de ouf ça. Bim, t'as qu'à mettre les sous-titres, générés en italien, générés automatiquement. Et puis en plus, mon gars, il est entièrement dispo sur YouTube. Alors ça, mon gars, si c'est pas cadeau, extraordinaire ce film. Le générique de début. Je crois que Naked Violence, je l'ai déjà vu. C'est qui l'a réalisé? Putain, comment il s'appelle? C'est pas Franco Neri, c'est... Si, Fernando Di Leo. Ouais, c'est possible. Hein. Je crois l'avoir vu il y a très longtemps. Il y a très longtemps? Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. C'est
c'est pas introuvable non plus, hein, mais c'est sûr que c'est pas. En fait, le titre me disait rien, mais le titre Naked Violence, oui. En fait, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui, pendant un cours, en fait, c'est des jeunes issus de milieux défavorisés, on va dire. Ouais. Qui font classe avec une professeure dans un contexte très particulier d'école de cas sociaux, enfin bon, voilà, et qui en fait sortent une bouteille d'absinthe, se mettent à boire abondamment l'absinthe, deviennent un peu fous et violent et tuent la professeure. Tout ça pendant le générique. Le générique se termine, donc déjà t'assistes à tout ça. C'est-à-dire t'assistes vraiment au meurtre en direct et tout. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu sais qui a fait quoi, tu sais ce qui s'est passé, c'était sous tes yeux, le film commence là-dessus, quoi. Pam, le générique se termine, la police arrive, hop, ils découvrent le lieu, le cadavre, tout ça et tout. Et surtout, ce personnage-là, qui est au centre, qui va être le personnage principal du film, qui va être le personnage du flic. Donc ce personnage de flic, il est joué par un acteur qui est assez emblématique, quoi, par l'époque, donc qui a fait, si tu veux, voilà, qui fait tout le temps ce genre de rôle. Et lui, c'est vraiment le mec un peu de droite, à l'ancienne, qui a des valeurs, qui est un peu conservateur, si tu veux, qui aime pas trop quand ça change. Sauf que bah, là, on est en pleine Italie où tout change. C'est les années de plomb qui commencent. Et si tu veux, c'est l'actualité, c'est en direct tous les jours, quoi. C'est tous les jours, il se passe un truc dans l'Italie de cette époque-là, quoi. Et le film, d'ailleurs, il en parle régulièrement enfin bon, bref. Et donc lui, en fait, il réunit tous les gamins, parce qu'il dit, on sait qui c'est qui a fait ça, ils sont les gamins, ils sont en garde à vue, il va donc les réunir, il va essayer de les faire parler un par un, sauf qu'on lui dit, son chef de police lui dit, attends, calmos, pas de violence. Et il fait, ok, pas de violence et tout. Donc il essaye, dans la limite de ce qu'il lui autorisait, si tu veux, en termes de violence, quoi. C'est-à-dire, en gros, l'humiliation, l'humiliation verbale ou vestimentaire, quoi. Et déjà, c'est too much, quoi. Il arrive à faire parler personne, c'est-à-dire qu'ils sont tous en train de se reporter la responsabilité les uns les autres. Donc il arrive à faire parler personne. Et en fait, dans le film, il obtient à un moment donné, donc, pour arriver au bout de ce truc, il obtient d'un juge d'avoir l'un de ses gamins, pendant 48 heures sous sa garde à l'extérieur de la prison, pour l'inviter chez lui. Et en fait, il dit comme ça, je vais arriver à lui tirer les verres du nez, à le faire parler en l'isolant des autres. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à ce moment-là, en fait, le jeune, en l'occurrence, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'amener chez lui. Alors, attends. Et en fait, il amène le jeune chez lui. Alors, cette scène, elle est... Et en fait, il amène le jeune chez lui. Donc c'est lui le jeune, c'est une espèce de Robert Pattinson italien un peu teubé. Et en fait, il l'amène chez lui et il lui fait la vie à l'italienne. Il l'amène chez le tailleur de costumes, il lui fait un costume sur mesure. Il l'amène chez le boucher, il achète un morceau de viande. Il l'amène à droite, il l'amène à gauche. Et l'autre, tu sais, il fume des belles cigarettes, tout ça. Puis tu sais, il commence à prendre goût, tu vois, en 2 jours. Tant et si bien que l'idée, c'est qu'à la fin des 48 heures, c'est bon, alors maintenant tu vas retourner en prison, quoi. Et l'autre, tu vois, il a jamais goûté à toute cette vie-là. Parce que, c'est des parias, quoi. C'est... t'as Aki est fils d'alcoolique, l'autre, c'est un émigré du Monténégro. Enfin bon, c'est vraiment... Ils ont tous c'est très lourd. Et d'ailleurs, très vite dans le film, on colle à l'inspecteur une assistante sociale qui le suit partout et qui va lui dire, mais vous savez, ils sont pas responsables. Et tu sais, au départ, t'es horrifié par ça, tu dis, attends, ils sont pas responsables. Bah non, c'est pas de leur faute. Ils sont devenus comme ça parce que c'est la société, quoi. Et là, c'est comme le flic qui se prend la tête, tu fais, mais vous vous rendez compte et tout ce que vous dites, quand il y a un cadavre là qui a été torturé, massacré et tout, vous dites que c'est pas de leur faute, quoi. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que ce qui fait voir à ce gamin-là, en fait, si tu veux, c'est le standard de vie à l'époque italien, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment tout
tout ce qui constitue, si tu veux, l'excellence dans la culture italienne, dans l'art de vivre à l'italienne, mais qui n'est pas non plus, si tu veux, quelque chose qui est juste destiné aux riches, mais aux classes moyennes, quoi. Et en fait, le gamin, il prend goût, évidemment, et tout, donc, après, il s'avère que c'est pas comme ça qu'il arrive à le faire parler, mais il y a ce geste de l'inspecteur, si tu veux, de vouloir lui montrer ce monde-là. Et ce monde-là, tu sais qu'il est en train de disparaître. Il est en train de se paupériser et que l'inspecteur fait lui-même partie d'une classe qui va disparaître. Et à la fin, donc, il finit par pactiser avec la meuf de gauche, la socialiste, en tombant amoureux d'elle, en fait, si tu veux. Et lui-même, il disparaît. Enfin, il est balayé, quoi. C'est ouf. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, sur C8, le deuxième film emblématique que j'ai vu durant cette période-là, c'est un film qui est tourné quasiment en même temps, mais qui est français, et qui s'appelle Dernier domicile connu. Donc de José Giovanni, avec Lino Ventura. Évidemment, tous ces noms, ils ont des consonances assez italiennes, si je puis dire. Et c'est une coproduction franco-italienne. Tu sais qu'à l'époque, la France et l'Italie, ils ont un partenariat privilégié pour produire des films. Les Allemands, les Italiens avec tous les Européens. Mais il y avait un partenariat privilégié pour faire tourner des cinéastes. En l'occurrence, José Giovanni, il est corse, hein, il n'est pas italien. Mais, Je sais. Mais bon, bref. C'est un tolard, c'est vrai. Moi, je connais très peu, en fait, José Giovanni. C'est le seul film de lui que j'ai vu pour l'instant. Oh là, c'est pas ce film-là. Si, c'est celui-là. Bien sûr, c'est au début dans Les Mœurs. La musique de François de Roubaix. Ah là 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 là. Bref. Et Il ragazzo dei massacres, musique de Ennio Morricone. Oh là là. Donc, déjà, rien que ça, quoi. Voilà, donc Dernier domicile connu avec Marlène Jobert, qui est jeune d'ailleurs, dans le film. Et puis qui a pas tourné énormément de films, hein. Marlène Jobert, faut savoir qu'elle a très vite arrêté le cinéma en fait. Elle a très vite été un peu dégoûtée du milieu, puis des rôles qu'elle avait. Et dans Dernier domicile connu, c'est pareil. C'est un flic qui fait partie de la brigade criminelle, c'est-à-dire qu'il est au-dessus des commissariats, il est au-dessus des mœurs, au-dessus des stupes. Vraiment, la brigade criminelle, c'est les grands flics, quoi, tu vois. La brigade criminelle Paris. Le temps du générique, encore une fois, il est privilégié pour poser le truc. C'est-à-dire que là, dans le générique, je sais pas si t'as déjà vu Dernier domicile connu. Donc je vais éviter de trop... je suis désolé si je spoil amèrement, mais bon, de toute façon, c'est pas ça l'intérêt. Hein. C'est pas de connaître comment le film se termine, mais c'est la trajectoire que le film suit. Donc en fait, au début, tu suis un gars qui est dans la rue, qui est assez jeune, qui a un flingue, qui est en train de courir. Il se retourne, il tire dans la masse, quoi. Et il tire aussi bien sur des passants que sur des flics qui le poursuivent. T'as vraiment l'impression d'être chez Melville, presque, tu vois. Et un côté un peu réaliste. Et donc, du coup, il abat plein de gens. En fait, ça me fait penser au début de Anabi, où ils vont arrêter un gars, puis tu sais, le gars s'enfuit sur sa route, il tape sur tout le monde et tout, quoi. Et en fait, si tu veux, Ventura arrive, il le flingue. Il reçoit une médaille. Après, il arrête d'autres gars. Tu vois, puis tu vois ça pendant le générique, puis il reçoit la Légion d'honneur. Puis tu sens que le mec, il a fait plein d'arrestations, quoi. Puis tu sais, c'est à une époque, en plus, mai 68, donc il y a pas mal d'anarchisme et tout. Donc il est un peu paumé, tu vois, et souvent sa réponse, c'est il sort son flingue et il tire, quoi. Et en fait, du coup, il est remercié, tu vois, il a quand même remercié abondamment pour ça. Et puis après, avant que le générique se termine, en fait, à un moment donné, tu sens qu'il a une carrière de plusieurs années, qu'il a un nom, tu sais, qu'il s'est fait une réputation. Et en fait, il rentre chez lui, après avoir arrêté un gars, tu vois. Et en fait, il tombe sur un cum qui est en voiture, qui arrête pas de faire le tour d'un rond-point, avec ses portes de voiture grandes ouvertes. C'est une voiture de sport pour les gens riches de l'époque, tu vois, genre Aston Martin, tu vois, avec les portes qui s'ouvrent sur le haut. Et puis, il voit ça, il fait « Oh là là, c'est bon, c'est reparti, quoi ». Donc, il entre guillemets, il oblige la voiture à se rabattre sur le bas-côté. Et puis la nana qui sort, qui fait « Ah merci, il est ivre-mort, j'ai cru qu'on allait mourir, vous nous avez sauvé la vie. » Le mec sort, effectivement, il est ivre-mort, fait « Ah, tu dis pas que j'ai bu et tout. » L'autre fait « Bon, écoutez, je vous amène au poste, je veux pas savoir, la voiture elle reste ici. » Donc là, il le pose dans la voiture, la nana fait « Ouais, vous vous rendez compte et tout, on aurait pu mourir. » Il fait « Ah oui, ça, on voit bien qu'il a 2 grammes dans le sang. » Puis le mec fait « Vous savez qui je suis ? » « Non, je suis le fils de Fayat, le grand avocat. »
Et alors, vous savez pas qui est Fayat, le grand avocat? Fait, en tout cas, moi je sais que vous avez 2 grammes dans le sang, et ça, il pourra faire. Vous pourrez être qui vous voulez, ça, vous pourrez pas l'enlever. Fait, ah ouais, vous pensez? Le générique se termine, bon, il le ramène au commissariat, puis il repart. 2 mois c'est cool, 2 ou 3 mois c'est cool, enfin, il y a une durée de temps que c'est cool. Le film commence vraiment, et là il est convoqué dans le bureau du préfet de police. Tu sais, grand bureau haussmannien dans les beaux quartiers, enfin bon, truc très qui convoque, quoi, tu vois, enfin le lieu lui-même convoque. Et en fait le mec fait ah ouais et tout, vous avez encore fait une belle affaire, hein, bah bravo à vous et tout. Et par contre dites-moi là, j'aimerais bien votre point de vue là sur l'affaire Fayat. Et l'autre fait l'affaire Fayat. Ah oui, l'affaire Fayat, vous savez, le fils de l'avocat. Ah, l'affaire Fayat, mais je savais même pas que c'était une affaire, qu'est-ce qui se passe? Bah, le père de l'avocat, le père de la personne que vous avez arrêtée porte plainte contre vous. Et là tu fais ah ouais? Oui, apparemment vous l'avez frappé, vous avez failli les tuer en voiture, vous avez failli provoquer un accident. Fait, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si ça parle contre la mienne, moi ça fait 30 ans que je suis là, que je travaille, que j'ai la médaille du mérite. Vous allez prendre sa parole contre la mienne? Fait bah oui, mais bon, moi je suis obligé de faire avec ce qu'il y a sur le papier. Fait bah attendez, le mec il avait 2 grammes dans le sang, bah c'est marqué nulle part. Ah ouais, mais attendez, il y avait une nana, elle a dit que je lui avais sauvé la vie. Ah bah là, témoigne contre vous. Ah ouais, d'accord, vous me la faites à l'envers. Bah moi je me laisserai pas faire et tout. Fait bah attendez, il y a un truc troublant aussi, c'est que le père de l'avocat, il a relevé que votre femme et votre fille étaient mortes dans un accident de voiture alors que vous conduisiez. Et il suppose que peut-être que le fait de voir quelqu'un qui roule un peu vite, ça vous a mis hors de vous. Et vous avez perdu vos moyens. Et il s'interroge sur le fait qu'un flic qui perde ses moyens soit encore légitime. Et tu sais, là, tu fais ah le mec, il vient d'être balayé en 15 secondes. Et du coup, le film commence. En fait, il est placardé dans un commissariat du 18e et il redevient un simple commissaire de commissariat. Et enfin, simple inspecteur de police dans un commissariat. Et après, peu à peu, il remonte d'enquête en enquête. On lui met Marlène Jobert, qui est une apprentie, dans les pattes. Un peu comme... En fait, c'est le même principe que les Ragazzo del Massacre. C'est des films qui sont assez similaires dans leur construction. Et après, donc, si tu veux, lui, le truc, c'est que il retombe sur une grosse affaire. Et en fait, il va au bout de cette grosse affaire, alors que personne n'a pu aller au bout de cette grosse affaire, qui consiste à retrouver un gars qui a été témoin de quelque chose, notamment dans le cadre d'un meurtre. Et le meurtrier, qui est un fils d'un grand ponte de la mafia parisienne, va passer en procès, et tant que le gars se présente pas à ce procès-là, il a de grandes chances de ressortir. Et donc Ventura, il fait tout pour trouver le gars en question, qui justement, lui, a été témoin, mais s'est effacé de partout. Et en fait, c'est teubé, quoi. Il passe le film à le rechercher, mais vraiment dingo, quoi. Il retourne la ville et tout. Enfin, je te passe les séquences, elles sont folles. Marlène Jobert, si tu veux, elle en pète un plomb et tout, quoi. Et ils finissent par les retrouver, quoi. Et si tu veux, elle en chiale, Marlène Jobert, de les retrouver en disant putain, mais vous vous rendez compte, c'est incroyable ce que vous avez fait et tout. Vous êtes pour moi, vous êtes le. Sauf qu'en fait, au moment où il retrouve les gars, il sait qu'il est suivi par des sbires de la mafia. Et donc il dit à Marlène Jobert, tiens, ça c'est mon adresse, je vous dépose, vous irez chez moi et vous m'attendrez là-bas, je vais essayer d'arriver pas tard. Et donc elle descend, et au moment où elle descend, il descend aussi. Et les mecs l'entourent. Ils font ouais, allez, on sait que t'as l'adresse du gars dans ta poche. Et donc il refuse de leur donner. Donc il se fait passer à tabac, sauf qu'il se défend. Et mon gars il se défend, mais cette séquence elle est folle. Et là elle va tous les mettre par terre. Moi il en a pris plein la gueule. Et puis derrière lui arrive Michel Constantin, évidemment, qui est immense, avec son poids américain. Ouais, et qui le défonce, qui lui éclate le bras et tout, et qui lui vole le papier, quoi. Sauf qu'en fait le papier en question c'était un faux papier, quoi. Et donc lui il rentre chez lui, le bras en vrac, en sang et tout, devant Marlène Jobert, et le faire, vous savez, même si on n'arrive pas à les retrouver, je sais que vous serez toujours quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance, vous êtes la droiture, enfin tu sais, c'est vraiment, ouais, c'est la droiture et tout. Mais lui il est un peu, tu vois, il fait juste son taf. Et tu sais, il fait son taf pour des gens qui arrivent même pas, même les gens avec qui il le fait, ils le respectent pas, quoi. Et les gars, ils arrivent à le retrouver, ils l'amènent au procès. Le mec a une fille, avec qui il s'enfuit, une petite gamine. Ils prennent la gamine, il est escorté par une multitude de flics, ils l'amènent au procès, le mec témoigne, il sort du procès, et là il y a 2 flics qui font « Ouais, merci, hein, c'est bien ce que vous avez fait. Hein. » Et là il fait « Mais attendez, vous allez me laisser comme ça dans la rue ?» Bah écoute, ouais, nous, tu sais, notre travail il est fini là, allez, bon courage. Et le mec se fait poignarder. Et là tu dis, et là le film se termine, Marlène Jobert voit le cadavre du gars, elle fait « Mais vous vous rendez compte que c'est de notre faute ? Qu'en fait c'est nous qui l'avons amené sur l'échafaud ?»
Et Ventura fait bah ouais, mais c'est le travail, quoi. Et donc, en fait, si tu vois, elle est un peu déçue, elle se barre, il vient après elle. Et le truc, c'est qu'il y avait la possibilité d'une relation amoureuse entre eux deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sens qu'elle pouvait remplacer la femme, et la gamine, en l'occurrence, qui est orpheline, quoi. Elle aurait pu remplacer la gamine aussi. Tu vois, enfin, tu sais, il y avait une reconstruction de sa famille qui était possible. Et lui fait, mais je suis désolé, mais vous avez misé sur un cheval qui est trop vieux, quoi. Et Marianne Jobert a fait, très bien, adieu. Elle se retourne, elle se barre, en larmes. Et tu dis, putain, le mec, c'est fini. C'est plus possible. Le film se termine comme ça, quoi. Il s'en va. Et il sait qu'il est passé, quoi. Il sait que pour lui, c'est trop tard. Il peut rien changer c'est que le jeu est fini, quoi. Et c'est... Je me suis dit, putain, mais tu te rends compte des personnages comme ça, quoi. Il y en a plus. C'est fini, quoi. Il y a plus de personnages comme ça, quoi. Bon, après, c'est vraiment des bonhommes de droite, quoi. C'est vraiment, tu sais, enfin, qui sont encore une fois dans des espèces de standards de vie, qui vivent selon des principes, qui sont vraiment de l'ancien monde, quoi. Qui seraient incapables, qui sont pas solubles dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Et du coup, je me dis, putain, c'est dingue parce que, avec tout ce qui se passe actuellement, les faits divers qui impliquent de toujours montrer du doigt les flics dans ce qu'ils font. Tu vois, l'histoire du flic qui a tiré sur Naël. Tu sais, le gamin, parce qu'on peut dire que c'est un gamin, il a 17 ans. Moi, même si à 17 ans aux États-Unis, c'était un adulte, mais qui était au volant d'une voiture et qui se fait tirer dessus. Là. Le mec qui lui a tiré dessus, il avait 35 ans de service. C'était d'origine, je crois, de Martinique ou de Guadeloupe, je sais plus. Et le mec, sa vie à lui, elle a basculé en 2 minutes et s'est retrouvé au trou sans pouvoir parler ni à sa femme ni à sa fille, parce qu'en l'occurrence il a une femme et une fille, mis à l'index par le ministre de l'Intérieur et le président de la République en direct à la télévision, qui disait que le mec était un irresponsable. T'imagines sa vie à lui, comment elle a basculé en 35 ans, en 35 secondes, quoi. C'est juste ouf. Et je me dis, en fait, il y a tellement matière à faire Et en fait, non, parce qu'en vrai, s'il y avait un film qui était fait là-dessus, ça serait Kassovitz qui le ferait. ou je sais pas qui, enfin, une horreur, quoi. Mais c'est pour ça que, du coup, Dernier domicile connu, d'ailleurs, le titre, il parle pour ce que le film veut dire, hein, Dernier domicile connu pour ce type de personnage-là. Ben, c'est plus possible, quoi, de faire des personnages comme ça, alors que vraiment, ça aurait été idéal d'en refaire des films comme ça à notre époque, quoi. Et toi, tu m'as dit, écoute, c'est pas possible, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas possible. Oui, c'est effectivement pas possible. On en avait parlé, effectivement, on avait échangé quelques mots. Et je t'avais dit que c'était pas possible. Alors, je crois que c'était par rapport à RRM, donc on va faire l'équivalent Occident. Et après, on a reparlé de ces vieux films, etc. Alors là, si tu regardes une émission possible, tu vas comprendre que non, c'est pas possible, quoi. Justement. Parce que ce cinéma, il s'adresse. Ce cinéma, il s'adresse à Dernier domicile connu. Ouais. Déjà, c'est un film qui est censé faire des entrées. Tu vois ce que je veux dire? Alors ouais, et t'as raison. Et dans il est fait pour qui? Ah ouais, c'est vrai. Alors après, ça. Pourquoi, par exemple, comment te dire, dans les années 80-90, quand on était môme, il y avait plein de séries, etc. Ouais. C'était destiné à quel public? Ouais. C'était destiné à quel public? Plutôt les quarantenaires. Non, mais quel public exactement? Moi, je pense que c'est Tarantino dans Il était une fois Hollywood qui a raison et qui dit que voilà, Hollywood, c'est pas le cinéma. C'est le cinéma, c'est la devanture d'Hollywood, mais le moteur qui fait tourner Hollywood, c'est pas le cinéma. C'est autre chose, c'est la télé, c'est le cinéma de contrefaçon, c'est des choses comme ça. Tu vois? Et une chaîne du câble, dans les années 80, dans les années 90, à qui est-ce qu'on essaye de la vendre? Quel public on essaye de la vendre?
essaye de la vendre à des gens qui travaillent, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que j'allais dire, la question se pose là, quand C8 il diffuse Dernier domicile connu, et que juste après, en deuxième partie de soirée, ils mettent un autre film, un film de Philippe Labro avec Jean-Louis Trintignant en flic bourru, qui tournait quasiment à la même époque. D'ailleurs avec la musique d'Ennio Morricone, qui s'appelle... en fait, le titre original du roman dont c'est adapté, c'est 10 plus 1. Je sais pas, je crois que c'est le jour en plus ou un truc comme ça. À qui ça s'adresse quand C8 diffuse ça? À quelle part de marché? Mais ouais, t'as raison. Tu regardes, je sais pas, mais si Putain, mais t'as tellement raison, mon gars. En vrai. À qui ça s'adresse? Non, mais en fait, juste le monde, enfin les gens qui travaillent. Et t'as tellement raison, parce qu'en fait, je me rends compte à quel point c'est valable pour plein de choses, quoi. Non, mais c'est terminé maintenant. La labeur. C'est fou, c'est ça en fait. T'as tellement raison. Tu vas pas me dire que par exemple les séries qui passent sur Netflix, HBO, AMC. Mais bien sûr, mais t'as tellement raison. Ce sont des chaînes qui ne Canal+. Ce sont des chaînes qui ne cherchent plus à vendre leur programme aux classes laborieuses. Mais t'as raison, mais tellement. Putain, mais les classes laborieuses, c'est tellement plus la cible. Et en fait, c'est ouf. T'as tellement raison en fait. En fait, ça y est, t'as ouvert une porte là-haut là. Je viens de comprendre pourquoi tu disais qu'est-ce qui va se faire chier un mec qui travaille à aller voir Oppenheimer. Non mais qui s'en branle. C'est tellement vrai en fait. La différence, elle est tellement là. En quoi t'as un destin commun avec ce genre de cinéma? Je veux dire, ça n'a... Non mais mon émotion en est de là en fait. Et j'ai bien insisté sur la carrière du gars dans le film, c'est-à-dire à quel point le personnage travaille, il est le fruit de son travail, et ouais, c'est ouf. Et à quel point ça c'est impossible à mettre en scène aujourd'hui. Moi, je te propose de revenir au film italien dont tu as parlé au début. Ouais, et Ragazzo del Massacre. C'est un mec qui essaye de corrompre un criminel et de l'adoucir. Ouais. Par la société de consommation. Ouais. C'est bien ça. Hein. Oui. Et il échoue. C'est pas possible. Ouais, exactement. Moi, il m'est arrivé parce que je faisais des interventions sur la culture populaire. Donc tout ce qui va être dessin animé, les films, les séries, tout ça, pour dépanner un pote, de faire une présentation devant des jeunes, et dont des jeunes qui avaient commis des actes violents. Tu vois ? Et ben crois-moi, ces gens-là, tu peux pas les contre avec PlayStation. Ils ont 13 ans, mais eux, c'est flingue, les putes et de l'argent. Pas de filtre. Ils en ont rien à foutre que tu leur montres tel film de divertissement, tel jeu vidéo, ils en ont rien à carrer. Tu peux pas les corrompre avec ça. Qu'est-ce que ça te raconte, le cinéma d'auteur qui est chronique des cahiers du cinéma quand ça dénonce sa violence? Bah, c'est que à force de jouer aux jeux vidéo ou de consommer des films, bah, les jeunes qui appartiennent aux classes moyennes, c'est-à-dire en gros les jeunes font rien et qui commettent aucun crime, bah, ils deviennent hyper violents. Voilà. T'as un cinéma qui se fout de ta gueule, mais littéralement, qui a un cinéma destiné à un public de diplômés qui te raconte de la merde, qui te raconte n'importe quoi. Et puis t'as le film comme le film de Fernando Di Leo qui te dit la vérité. Parce que c'est un cinéma des Italiens des années 70, c'est qu'à l'époque, t'as des ouvriers, t'as des gens qui vont voir. Ils peuvent pas se permettre de raconter n'importe quoi. Ouais. Comme Tom Cruise maintenant, il en a rien à branler. S'il veut t'expliquer qu'il a 20 ans, je veux dire, c'est quand même incroyable, quoi. Nous, on regardait des films où le monde physique, le monde matériel existait. Danny Glover, il était trop vieux pour ses conneries. Quand tu regardais José Wells de Clint Eastwood, il n'a pas attendu d'être vieux pour être vieux. Quand il tourne José Wells et qu'il incarne le rôle d'un cadra qui par accident va vivre une sorte d'expérience hippie, utopique, où il va faire la paix avec les Indiens, etc. Il joue
le fait que c'est le genre d'expérience qu'on doit vivre à 20 ans et qu'il la vit en décalage. Qu'il est trop vieux pour vivre ça, qu'il a pas, qu'il est mal à l'aise à vivre cette utopie parce qu'il a un âge où on apprécie plus ce genre de choses. Tu vois, c'est des gens qui, c'est pour ça que. Ah mais Clint Eastwood, Clint Eastwood, le fait de travailler dans ses films, c'est central quoi. Tu prends La Mule, c'est le sujet du film quoi. Qu'est-ce que c'est que ce personnage qui s'arrête de travailler quoi. C'est ouf. Lui après elle continue à travailler à tout prix bon, pendant n'importe quel taf quoi. C'est ouf. Et c'est vrai que du coup c'est de là que naissent effectivement moi je trouve l'émotion quoi, naît de là en fait. Bah, évidemment avec la mise en scène mais c'est aussi l'attachement, je veux dire, il y a un truc qu'il faut pas nier. Moi je comprends tout à fait que par exemple à quelqu'un qui vient de tel pays, il soit attaché à la musique de son pays parce qu'il rappelle des senteurs, des moments de vie, des rituels sociaux, des choses comme ça. On a un cinéma qui à un moment donné a parlé à notre classe sociale. Tu vois, parce qu'elle a parlé du matériel, parce qu'elle a parlé du monde physique, elle a parlé des dangers, de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse, du travail, de la société, etc. Ce cinéma, il n'existe plus. Voilà, et il n'y a pas l'envie de raconter quelque chose à Jules Plombier actuellement au cinéma. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour parler d'un film qui s'appelle To Catch a Killer. Ouais. On voyait que le film avait un sérieux problème et qu'il y a même des acteurs qui refusent de s'associer à ce type de sujet. Maintenant, c'est terminé. Putain, mais de quoi ça parlait, Misanthrope, là, To Catch a Killer, c'était encore ça, c'était... Ben, bien sûr. C'était le travail, quoi. Et c'était le sujet, c'est vrai, avec le Silence des Agneaux, tu disais, putain, c'est le film où le monde du travail est glorifié de la mauvaise façon. Voilà, c'est particulier. Actuellement, on vit un basculement social. Moi, je vais reciter, alors je suis désolé parce que je radote et que j'ai déjà raconté cette anecdote plein de fois, mais voilà, Ibanez, Narciso Ibanez, Serrador, La Révolte de l'an 2000. Voilà, quand son père lui dit on déménage en Espagne pour fuir la dictature, et que le Narciso Ibanez Serrador il dit à son père, papa, en Espagne il y a la dictature aussi, Franco c'est un dictateur, il va nous persécuter. Et puis que son père il lui dit ben non, pas du tout, parce que là-bas ils ont fini la guerre, ils ont besoin de faire des enfants, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de gens comme nous pour faire du cinéma, de la télévision. Tu veux dire que divertir les gens. En fait, c'était une époque. C'est surtout que si on a besoin de retravailler, il va falloir faire la guerre avant, quoi. Ça, s'il y a bien un truc que notre génération n'a pas connu, c'est bien la guerre, quoi. Notre génération n'a pas connu la guerre, mais n'oublie jamais une chose, c'est que la génération d'avant l'a encore moins connue. Absolument. C'est ça le problème. Absolument. Je veux dire, c'est pas nous qui n'avons pas connu la guerre, c'est la génération de nos parents. Ouais. Et ça s'est répercuté dans l'art. Tu vas pas me dire quand même que quand tu regardes des films faits par des mecs qui ont connu la guerre, c'est la même chose que des cinémas de petits cons. Enfin, des films d'auteurs de petits cons. Je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que dans ma tête, il y a aussi d'immenses réalisateurs, mais qui ont un regard sur le monde qui est complètement pété, quoi. Voilà. Moi, il y a très longtemps, je t'ai sorti mon anecdote sur Dans la plaine de Konchikawa. Ouais, avec le figurant qui meurt dans sa flaque. Bah, en fait, j'ai lu 2 articles de presse. Tu vois, un qui venait de la presse cinéphile, tu vois, des cahiers du cinéma, puis un autre qui devait venir, je crois que c'était l'écran fantastique. Puis bah, l'article dans les cahiers du cinéma, il te dit, bah voilà, cette scène de feu dans la plaine, ça pourra jamais être du cinéma de divertissement. Ça pourra jamais être de la violence telle qu'on peut en voir dans du cinéma américain.
parce qu'elle est anti-spectaculaire, quoi. Et que ce qui prime, c'est le regard critique de l'auteur, du réalisateur. Et ça, c'est très vrai. Je le remets pas en question. Simplement, si Feu dans la plaine, c'était juste ça, bah ça serait pas Feu dans la plaine. Ce qui fait que Feu dans la plaine, ça parle de violence, bah c'est parce que c'est ce que disait l'article là, dans l'Écran Fantastique, je crois que c'est l'Écran Fantastique. Tous ces personnages, ils sont tous différents, comme des auteurs de cinéma. Il y en a un qui pense ci, il y en a un qui pense ça, mais au bout d'un moment, ils marchent comme des zombies. C'est pour ça qu'il parlait du film. C'était un dossier sur les zombies. Comme des zombies, ils marchent tous dans la même direction parce qu'ils veulent la même chose. Voilà, c'est des zombies. Il y a une condition, tu vois, il y a une condition humaine. Et effectivement, tu vas remarquer que souvent, le cinéma d'auteur, qui a été valorisé par les cahiers du cinéma, c'est souvent un cinéma qui a un point de vue, mais qui parle jamais de violence. Parce que la violence, c'est tout le monde veut la même chose, quoi. Tu verras pas un mec qui est fan de Funny Games de Michael Haneke venir dans une permanence des Restos du Cœur qui accueille des réfugiés soudanais pour dire aux réfugiés soudanais non, barrez-vous. Ici, les mômes ont des tablettes, des images violentes, notre société est en pleine décadence et vous risquez votre vie ici dans cette société qui est de plus en plus violente, retournez au Soudan. Ce qui te permet de raconter ce genre de conneries, c'est parce que tu as des journaux, tu as une industrie de la presse, tu as des articles internet qui expliquent que notre société, elle est... Non, c'est pas vrai. Le film d'horreur, le film populaire, lui, il a continué de ça. C'est-à-dire que lui, il a continué de t'expliquer où était la violence et qu'elle n'était pas dans les quartiers moyens, qu'on vivait dans une époque, un coin du monde où la violence avait disparu. Et comme les choses disparaissent pas complètement, elles sont conscrites dans des zones particulières. Mais voilà, c'est terminé la violence. Que tu as envie que les enfants de tes voisins, ce soit le genre de gamin qui joue à la PlayStation, qui regarde des films avec Bruce Willis où les gens se tirent dessus, parce que ça, c'est là où vivent les gens pacifiés et qui ne sont pas dangereux. Voilà. Ouais, mais est-ce qu'il y a pas la violence, elle se lâche pas quelque part de façon implicite chez les gens? Est-ce qu'il n'y a pas un désir de violence qui va pas surgir à un moment donné? Il n'y a pas une, je sais pas. Je me dis que tous ces gens qui ont vu Barbie, à un moment donné, est-ce qu'ils n'ont pas le désir un peu con de vouloir casser ce film-là avant de vouloir le voir et le regarder, quoi, et de vouloir l'aimer. Alors là, par contre, j'ai pas fait le lien entre les deux. Non, mais je m'interroge. Je me dis, est-ce que c'est possible quand même que les gens aiment ce film au premier degré, quoi. Et après, quand je vois le nombre de réactions sur Twitter sur à quel point le film il véhicule l'idéologie que t'as envie de lui donner, c'est. En fait, justement, si ce film existe, la réponse est dans ta question, c'est parce qu'il y a Twitter. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est la seule chose qui permet au film de raconter quelque chose, de la même manière que la seule chose qui permet à un film comme Funny Games de Michael Haneke de raconter quelque chose, c'est parce qu'il y a Télérama. Bien sûr. C'est n'importe qui, en dehors de la société de consommation, tu lui présentes ça, il se dit mais c'est n'importe quoi. Non, mais clairement ça s'adresse à des gens qui travaillent pas, hein, d'abord Barbie, ou qui travaillent mais pas d'une grande labeur, quoi. C'est qui a envie de regarder ça, quoi. Après ce qui se passe, c'est de l'aliénation. Tu vois ce que je veux dire? T'as 20 ans, tu fais des études, t'as vu ton père qui a porté des caisses pour une paye de merde, fatigué, t'as pas envie de porter des caisses pour une paye de merde. Donc on te propose de s'identifier à ton père, s'identifier à Serge Danel, parce que s'identifier à Serge Danel, tu préfères avoir la vie de Serge Danel que la vie de ton père. Et tu vas t'identifier à François Bégodeau plutôt qu'à ton bus, et puis voilà, c'est comme ça. Et en fait, aliénation, c'est-à-dire que le destin politique qui nous échappe. Tu vois, on commence à s'intéresser à des partis qui ne défendent pas nos intérêts.
Et on va commencer aussi à s'intéresser à des produits de consommation qui ne nous sont pas destinés. On va regarder Game of Thrones, on va regarder Mission Impossible, on va regarder Oppenheimer, on va regarder Barbie, qui ne sont pas des produits qui nous sont destinés. C'est clairement pas le cas. C'est clair. C'est de l'aliénation, clairement. C'est la définition. En fait, c'est de la même manière que notre destin politique nous échappe avec des partis de gauche qui défendent des intérêts bourgeois, plutôt, en tout cas des classes diplômées. Eh ben, tu vas aller au cinéma pour aller voir des œuvres qui ne sont pas faites pour toi, qui ne sont pas faites pour te divertir, qui sont faites pour divertir les classes qui t'exploitent. Tu vois, mais tu vas t'identifier aux classes qui t'exploitent. Tu n'as pas envie de porter des caisses. C'est ouf, je suis en train de regarder le trailer, c'est ce film est pour vous. Si vous aimez Barbie, ce film est pour vous. Si vous détestez Barbie, ce film est pour vous. En fait, c'est vraiment... c'est obéi. C'est vraiment... Mais... C'est... Non, mais c'est ça. Invasion Los Angeles de Carpenter, c'était une prophétie. Barbie, c'est la réalisation de cette prophétie, quoi. Et d'ailleurs, à quel point Invasion Los Angeles, c'était un film sur un mec qui avait pas de travail. Qui était au chômage. Qui découvrait tout ce monde-là. Putain, mais... la prophétie est réalisée, quoi. C'est un truc de ouf. Oh. C'est déjà, mais Invasion Los Angeles a été tourné dans les vrais bidonvilles. Dans les vrais bidonvilles, en fait, qui bordaient Los Angeles. C'était un des rares films de cinéma qui a été filmé dans les bidonvilles. Et ce qui me rend dingue, c'est que c'était et non seulement c'était ça, mais en plus c'était un catcheur, l'acteur. Oui. C'est-à-dire que là, le film il coche toutes les bonnes cases. Oui. Mais tu sais pourquoi est-ce qu'il a pris un catcheur? Ouais, Rodney King, ouais. Roddy Piper, il a. Roddy Piper, pardon. Oui. Qui t'expliquait que pour lui, quand il était jeune, le cow-boy, notamment le cow-boy oxien, c'était un personnage désabusé qui incarnait pour lui la rébellion. Mais qu'après Reagan, et que tu voyais des cow-boys partout, pour lui, ça a été récupéré par les riches de droite, et qu'en fait, il ne pouvait pas évoquer le cow-boy. Comme si James Stewart pouvait être cow-boy, quoi. Sa parodie. Tu vois, faire un cow-boy grotesque au Bigger Than Life, parce que ça pouvait pas être le cow-boy de Reagan. Donc c'est pour ça qu'il a pris un 4. Ah ouais, je comprends bien. C'est un peu comme prendre James Woods pour faire un chasseur de vampires, quoi. Voilà. Bigger Than Life. Ouais. J'ai bien envie de revoir Vampire, d'ailleurs. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais oui, ouais, de ouf. En fait, c'est dingue à quel point Barbie, c'est la réalisation de cette prophétie-là. Et comment il avait tellement tout... Enfin, il avait tellement vu ça de loin. C'est dingue. As-tu revu Demolition Man? Non, pas depuis longtemps, non. C'est vrai? Bah, ça va te faire tout drôle. Ah ouais, j'imagine, c'est clair. Surtout que ça doit se passer à peu près à notre époque. Si tu veux, bah, c'est ça. Ils sont au resto et ils écoutent des jingles publicitaires de grandes marques comme musique. De fond, ouais. Pour eux, c'est la musique chic. T'es au boulot, t'as ton collègue d'une trentaine d'années, un collègue qui aime bien, qui aime bien Jean-Luc Mélenchon, qui aime bien Christine and the Queens, qui adore par exemple la littérature, il aime bien Saviano, tu vois, des trucs comme ça. Et puis il te dit putain, je vais aller voir Barbie, quoi. Il est père de 2 enfants, quelqu'un de normal. Il a 35 balais. Il se dit putain, j'aimerais bien aller voir Barbie. C'est le monde de la surface. J'aimerais bien m'écouter la musique du géant vert. Tu vois, c'est tellement ça, putain, c'est tellement ça. Oh là là, le géant vert. Oh, le pays du géant vert. Ah, c'est clair, putain. Tu connais le morceau là, Zéro Track, Zéro Blabla, MMA. Putain, j'aimerais trop avoir l'album. J'aimerais trop voir le film Barbie. Putain.
Ah, c'était visionnaire, hein. Il faut que tu vois, si tu vois RRR, Ça c'est va, un film qui peut te plaire ou ne pas te plaire, mais tu vas changer de perspective. ouais, ça va remettre à l'endroit. Ah, tu vas voir qu'il y a un problème. Quand tu vas voir qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème, parce que RRR, il utilise des effets numériques. Il utilise des effets spéciaux, des images de synthèse. Tout ce que peut faire le cinéma américain, toutes les cases, il le coche. Et ça n'a rien à voir. Lui, il fait un film. Ouais, en vrai, je pense que ça fait 2 ou 3 ans que je m'enthousiasmais pour des films qui sortaient. Et en fait, à chaque fois, je me rendais compte que c'était pas des films. Genre Matrix Résurrection, c'est pas un vrai film. Batman de Matt Reeves, là, c'est pas un vrai film. C'est clairement même un non-film. Pour être tout à fait honnête, comme Matrix Résurrection, c'est un non-film, c'est un acte de non-film. Et je veux dire, dans Batman, c'est même un acte de non-mise en scène, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus de plan moyen, il y a que, de toute façon, la façon dont le film est fait n'est plus les conditions dans lesquelles le cinéma est possible, quoi. Et même jusqu'à plus récemment, Avatar 2, quelque part, c'est un non-film, c'est un non-événement même. Qu'est-ce que ça raconte ? Ah ouais, non, mais c'est clair, mais même le geste de vouloir faire ce film-là à tout prix, je comprends pas. Et imagine, le problème, c'est que ça vient pas du cinéma, c'est un problème. Quand tu regardes Abyss, c'est d'abord des gens qui travaillent, qui ont une fonction, un métier, et leur métier est bigger than their life, quoi. Et qui sacrifient tout à leur métier, quoi, y compris leur vie personnelle. Quand tu regardes Aliens, le Alien 2, quoi, c'est pareil. C'est des gens qui sont déterminés par... C'est des affreux, ils sont cons les Marines de l'espace. Ouais, grave. Tu vois ce que je veux dire ? Putain, mais quelle ambiance Alien 2 quand j'y repense. Oh là là là. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas revécu ça. Hein. Oh là là. Mais tu connais les Marines les Colonial Marines de Aliens 2, c'est à des gens comme ça qu'on vend les chaînes du câble à l'époque. Ouais. Tu vois ? Ah ouais. C'est des mecs qui vont louer des films de Chuck Norris. Ouais. Voilà, parce que c'est ça, c'est le public qui est touché. C'est ça. Putain, mais c'est clair, on a changé de paradigme, c'est un truc de ouf. Mais complètement. C'est Avatar, en fait, finalement, Avatar ressemble à son public, quoi. Parce qu'on n'est pas tous devenus des êtres informes de 3 mètres avec une sale gueule, quoi. Imagine, tu t'appelles James Cameron, t'as une grande baraque, t'as ta femme de ménage qui est en train de faire le ménage de toi. Tu la vois en train de faire le ménage, tu te dis sur ma planète, ça va être des grands cons avec des gueules de cons tout bleus. Je vais appeler ça la voie de l'eau. Et puis voilà, il y a un méchant. C'est clair, putain. Il est gentil. Et voilà. Je veux dire, quand tu vois ta femme de ménage en train de récurer le sol, tu peux te dire ah ouais, dans Aliens 2, putain, les Marines ils vont en chier, quoi. Ouais, bien sûr. Mais déjà rien que l'aspect humain a disparu. Ah, c'est vrai, putain. Mais même True Lies. Ah non, mais c'est vrai. Je crois que True Lies, c'est le dernier film de Cameron qui vaut le coup. Je crois que même Titanic, c'est plus... de cette perspective-là, c'est plus très intéressant, quoi. Et ça l'est... Le passage aux années 2000, il est chaud. Ah, putain, c'est ce que je... Alors, tu vois, c'est... Finalement, tu as ouvert une porte, là. Je viens de réaliser à quel point ce que tu dis est vraiment important. Et en fait, tu l'en parlais déjà dans le dernier podcast avec Misanthrope, mais... Oui, la notion même du monde du travail, c'est important. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est le fait des masses laborieuses, etc. Je me rends compte, moi, je mets ça en parallèle avec le fait que j'arrête pas de me dire que les années 90, je suis vraiment en train de revisiter les années 90 en me disant, putain, mais les années 2000 et les années 90, c'est antinomique, quoi. À quel point les années 2000, c'est fini. C'est plus du tout pareil, quoi. On est passé dans l'après, quoi. Tu regardes Seven, tu regardes Fight Club, il y a une frontière entre les deux, quoi.
c'est plus la même décennie, c'est plus la même façon de faire du cinéma, ça s'adresse plus aux mêmes personnes. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Impressionnant. Et en fait, on est nous qui sommes des vestiges des années 90, nous sommes le spectateur enthousiaste des années 90, on cherche à tout prix à revivre ça. Et c'est ce qui fait que moi je m'enthousiasme à chaque annonce. Genre là, Fincher il refait un film avec un tueur à gages et tout. Mais bas les couilles en vrai, quoi. Ça sera jamais comme ce qu'on avait pu faire dans les années 90. C'est fini, quoi. Parce que c'est pas... Parce que à qui ça va s'adresser en fait ce film. En vrai. À qui ça va s'adresser, quoi. Aux gens qui ont Netflix. Et les gens qui ont Netflix... Effectivement, ça pose même de gros problèmes, je dirais, au niveau de la guerre, de la paix, de la guerre. Je te capte très mal. Attends, excuse-moi, c'était syncopé. Ouais. Ça pose des problèmes au niveau moi, je pense que ça pose pas même au niveau national. Tu vois là, les médias n'arrêtent pas de dire que le Narendra Modi, c'est une sorte de Adolf Hitler hindou. Ah ouais? Ouais. C'est que le Premier ministre indien, c'est une sorte d'Adolf Hitler. D'accord, ouais. C'est ce qui t'explique. Le film RRR, c'est un film nationaliste hindou. Tu vois? Eh ben, entre et nos séries de merde et RRR, qui c'est qui porte un message humaniste universel? Tu vois, qui c'est qui porte un message universaliste? Parce que par exemple, les réactions sur l'amitié entre les deux personnages qui fait qu'ils interprètent ça comme une sorte de romance, tu vois, c'est parce qu'en fait, plus que parler d'amitié, ça peut être fraternité. Effectivement, les mecs, ils se communiquent sans parler parce qu'ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent entre eux. C'est la base des mythes sur la fraternité et des hommes qui se reconnaissent, sur la gémilité, etc. Ça parle de fraternité. Et les mecs s'étonnent si je suis désolé, on est attiré aussi par des pôles culturels un peu inhabituels et que eux, ils sont complètement déclinants, quoi. Mais grave, moi je comprends totalement ce que tu veux dire. Ça vient de popper dans ma tête comme une lumière. À quel point il n'y a pas d'autre sujet que celui-ci en fait. Mais bref. Actuellement, il y a le sujet tabou, c'est ça. Ouais. Tu peux faire une musique, tu vois, par exemple, si tu dis que tu aimes vendre de la drogue et puis baiser des putes, il n'y a pas de problème. Si tu fais une chanson qui explique que c'est chiant de travailler, que les impôts ça fait chier et tout, là par contre tu vas avoir la presse contre toi. Voilà, c'est tout. Mais un cinéma, pareil. Mais mec, c'est dans Misanthrope, excusez-moi, spoiler pour si jamais il y a des gens qui écoutent ça un jour sur YouTube, mais dans Misanthrope, finalement, les motivations du tueur, qui n'est pas vraiment un tueur par vocation, hein, on va se le dire, qu'il l'est par dépit, c'est un peu ça, quoi, c'est un peu ce constat-là, en fait. C'est un peu... Lui, il dit qu'il n'a plus de place pour exister. C'est ce qu'il dit, il dit qu'il a plus de place pour vivre. Littéralement. Mais surtout, en fait, qu'il est dans un monde dans lequel il ne peut plus exister, quoi. Enfin, c'est dingue. Comme les travailleurs. Voilà, exactement. Et on le découvre d'abord par sa fonction du travail. Le mec qui travaille dans un abattoir, quoi. Et effectivement, en plus, un abattoir en 2023, à l'époque où McDonald's domine dans le monde, quoi. Et, c'est ouf. C'est ouf. Ouais. Et moi j'ai hâte d'aller voir le Miyazaki là. J'ai très très hâte. Et j'avoue, à part ça,
Bah, le RRR, là, tu me l'as vraiment. Ça y est, c'est bon, c'est booké. C'est le prochain film que je regarde, sûr. Bah, pour moi, Je sens que si je vais tu veux, kiffer. c'est effectivement tu vois, la base. Quand tu vois le film, tu vois clairement quels sont les pourquoi tu regardes que des films de merde que le dernier. Moi, le dernier vraiment film gros budget avec tu sais, des explosions et tout. J'ai trouvé bon, c'était Mad Max. Ouais, Fury Road, ouais. Voilà. Mais Ouais. et voilà, tu vas comprendre, c'est parce qu'en fait, eux, bah, ils ont envie de raconter des histoires et ils savent qu'ils ont un public. C'est un truc de fou. Ils font vivre la salle de cinéma. T'as des projections de RR, tu vois, c'est comme le Rocky Horror Picture Show. Hein, tu vois, Ah ouais, je vois. Ouais. là, la copie que tu as envoyée, c'est pas la copie cinéma. Dans la copie cinéma, tu vas avoir un plan très, très particulier. Il y a 2 mains qui te serrent. Tu as fait plus d'1h30 de film. Il y a marqué Entracte. Et tu sais, rien que de voir ça, tu te dis, mais putain, tu vois, ça fait respirer ne serait-ce que le public, quoi. C'est un truc génial. Des trucs qu'on a oubliés. Tu vois, d'un état du cinéma qui est complètement oublié, quoi. Bah, populaire. Voilà. Voilà. Ouais. Mais dans le vrai, pas dans le bon sens du terme, dans le vrai sens du terme. C'est ça. Ouais. Barbie, quoi. Putain de mes couilles, sans déconner. Qu'est-ce qu'on en a branlé? Ouais, bah apparemment, il y a une chier de films d'horreur qui vont sortir. Bon, on termine là-dessus. Ouais. Mais apparemment, il y a quand même une chier de films d'horreur qui vont sortir. Et puis le film d'horreur, ça reste quand même le bon terreau. Oui. pour massacrer le spectateur type des années 2000. Parce que s'il y en a qui continue de travailler, c'est le Stremont ou le... Non, franchement, après ce long couloir qu'on s'est après post-Covid, ouais. avec à la fois des projets annulés, donc une carence de films incroyable, ouais, mais en même temps des films, t'apprends leur existence 2 ans après, parce qu'il y a un manque de toche et tout pour les mettre en avant. Là, ça va faire du bien de retomber sur un rythme un peu normal. Là, j'en avais plein le cul. Ouais, c'est clair. J'ai revu plein de films indés. Les films, ils avaient déjà 2 ans. Je n'en avais jamais entendu parler parce qu'ils n'avaient eu aucune couverture. C'était d'un chien. J'en avais marre, quoi. Et en même temps, bah voilà, il y avait pas beaucoup de bons films, quoi. Parce que il y avait plein de films qui ont été annulés, c'était chiant, quoi. Mais là, c'est carrément une avalanche de films de genre. Parce que tu as partagé un lien. Alors, les films de genre, comme on a dit souvent, ils continuent d'exister grâce au circuit des festivals. Ouais, on dit pas les festivals, hein. On dit les festivals. Ouais. Et Dieu merci, les festivals continuent de faire exister ce terreau fertile qu'est le film de genre. Et c'est vrai qu'il y a des sites internet comme bloodydisgusting.com ou Dread Central ou Fangoria qui continuent d'envoyer des journalistes dans ces festivals, de recenser la sortie de ces films-là, de les commenter. Et ils sont très actifs sur Facebook, sur Twitter pour poster, en plus de leur site, pour poster des liens vers leur site. Et ils font beaucoup d'articles sur justement des comptes rendus de festivals comme ça. Là, il y avait un article sur Dread Central, c'est ça, c'était 31 films à voir pour le mois d'octobre. Il y a 31 films qui vont sortir. Alors j'en ai regardé quelques-uns, toutes les propositions sont intéressantes en fait, en vrai. Ça c'est un truc, moi j'ai des commutateurs qui s'activent automatiquement en moi à chaque fois, c'est vraiment le film de genre, j'ai envie tout de suite. Hein. Bah, bien sûr. Là d'ailleurs, je viens de récupérer Boogeyman de Adam Savage, le mec qui a fait Dashcam, qui était le petit film d'horreur indé qui était sorti au cinéma, pas sur une plateforme, pas sur Amazon, pas sur Netflix, et adapté de Stephen King d'ailleurs. Qui avait l'air d'être bien cool.
bien old school, pour le coup. Donc là, je suis content parce que ça, je sais que j'achète. Et ouais, des films comme ça, elle a l'air d'y en avoir quand même une chier. Et toi, c'est quoi? C'est Alors, c'est vrai que t'as regardé une série sur Netflix qui s'appelle Mask Girl. Ouais, c'est Mask Girl. Bon, ça, c'est encore autre chose. Une série Mask Girl, c'est une sud-coréenne. série coréenne, 7 épisodes. Qui est pas destiné à avoir plusieurs saisons. Non, C'est un film long en fait. C'est le réalisateur de Lucky Strike. Le réalisateur de Lucky Strike. Ok, C'est un polar coréen. j'ai pas vu. Voilà. Et ben, il a fait une série qui s'appelle Mask. La bande-annonce est par rapport à ce qu'est la série. D'accord, parce que j'ai regardé la bande-annonce, j'ai pas trouvé ça. Ouais, elle est vraiment à chier, mais en fait, c'est très bien qu'ils aient fait une bande-annonce comme ça. D'accord. S'ils avaient fait une bande-annonce qui racontait vraiment ce que raconte cette série, eh ben, ça aurait été mon axe, quoi. Ce qui est bien, c'est que là, ils ont monté les images n'importe comment pour te faire croire que ça raconte autre chose que ce que ça raconte. D'accord. Donc là, c'est l'intérêt. Et en fait, c'est peut regarder cette série sans savoir de quoi ça parle. Parce qu'en fait, ça parle de plein de choses en même temps. Et tout en parlant vraiment, parce que des fois, tu sais, quand tu parles de plusieurs choses en même temps, et bah, tu sais, tu parles de rien. Ouais. Et bah, non, là, ça parle quand même de tout. Ça parle d'Internet, Ouais. Ça parle des apparences, ça parle capitalisme. Ouais, tu disais, on retrouve du cynisme à la John Landis, on retrouve. Et c'est à voir si t'aimes Mother de Bong Joon-ho. Ouais, c'est ouf que tu aies cette référence-là. Bonne grosse partie de la série qui va te plaire. Ok, c'est ouf. Okay. Par contre, je m'entends, t'as dû enlever tes écouteurs? Non, j'avais pas d'écouteurs. Ah oui, d'accord, donc depuis le début, t'as pas d'écouteurs en fait. Ok. Ouais. Ok. Bah écoute, ouais. Je pense que je le regarderai pas, parce que j'ai pas le temps. Mais c'est vrai que ça avait l'air sympa. Gart, t'es toujours là? Ouais. Ouais, toujours là. Ok. Et sinon, effectivement, sur Dread Central, et t'avais parlé d'un film en particulier que tu attendais? Ah, c'est ça. Bien. Je t'entends très mal. Je t'entendais très bas. T'as mis des écouteurs pour le coup là? Non, c'est un film chilien. Non, mais moi je veux dire, je ne t'entends presque plus. Bah, j'ai rien fait de spécial. Ah bon, bah écoute, ça vient de chez moi alors. C'est ça, Dread Central Most Anticipated Horror Films of Fall 2023. Alors ça... Ça a l'air à chier. Ah putain, mon dieu quoi. Ah non, ça a l'air à chier. Oh là 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 là. Ça va être à Exorcist que Star Wars 9 sera Star Wars quoi. Ouais. El Condé, tu dis? El Condé, ouais. El Condé trailer? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce film? Sur Netflix? Putain, c'était à Venise. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce film? Il imagine Pinochet en vampire. Il imagine quoi en film? Il imagine Pinochet. Ah. La contadora que nos va a ayudar. Es de confianza. Totalmente, familia militar. Estuve estudiando su caso judicial. Dice que usted ordenó el asesinato y la desaparición de miles de chilenos. Yo. También hay dinero mal habido. Mis hijos no saben trabajar y yo no quiero que se mueran de hambre. Claro. Pero no vaya a pensar que yo soy un ladrón. No. Tú me enamoraba de una joven contadora francesa. Existen las criaturas del diablo que no tienen alma. Y yo se la voy a salvar. A mí me gustaba matar, a usted le gustaba robar. No, a mí también me gustaba matar.
Usted y sus hermanos estuvieron Ah, c'est baisé. por malversación de fuimos presos políticos. Todos los generales que ganan guerras tienen derecho a saquear. Por supuesto. Ah putain, c'est El ejército de Chile. Pinochet en vampire, je viens de comprendre. Ok. Ouais. D'accord. Metió en su maleta, trajo estacas y martillos de plaga. Si nos matamos nosotros, vos vais a matar. The Count, ok. Putain, mais c'est pareil, à qui ça s'adresse ça? C'est quoi le public pour ça? Tu crois que les gens ils vont regarder ça sur Netflix? Bah, en fait, la différence, c'est pas possible. C'est un film d'auteur, quoi. Ouais. Parce que c'est un film d'auteur complètement barré qui joue avec l'imaginaire. Absolument. En Allemagne, dans le 90. Ah, allô? Ouais. Ah pardon, je croyais que ça avait coupé. Non, parce que moi, j'ai absolument rien contre les films d'auteur. Moi, j'ai du problème avec le divertissement qui s'adresse à des supérieurs. Ça a vraiment du mal avec ça. Ça ne leur est pas destiné. C'est destiné au peuple, le divertissement. Et puis, j'ai du mal avec le fait que les classes supérieures aient domestiqué l'art pour le transformer en liberté. Voilà. C'est avec ça que j'ai un problème. Sinon, cinéma d'auteur, c'est génial. Moi, je t'ai parlé de RRR, là, 21. Au moins des immenses auteurs du monde, équivalent de Bergman, de Bresson, de Kurosawa, c'est Satyajit Ray. Ouais. C'est un cinéaste bien. Bon, c'est pas tout à fait du cinéma, on va dire, divertissant, même s'il a essayé d'en faire. Il a accusé, avec Arthur C. Clarke, qui était l'ami de Satyajit Ray, il a longtemps accusé Spielberg de lui avoir volé le E.T. En fait, que E.T. était un plagiat de son Putain, film, c'est ouf. Je savais même pas qu'Arthur C. Clarke et J.T. étaient amis, quoi. Et en fait, si tu veux, il a pas fait vraiment de cinéma de divertissement. Je pense que c'est un immense cinéaste. J'adore L'Adversaire, la trilogie d'Apu, mais surtout, mon préféré, c'est Les Joueurs d'échecs. Un superbe film là qui se passe, qui est un peu une sorte de Désert des Tatars de Buzzati version film, quoi. Version film indien, c'est magnifique. Donc voilà, moi j'ai rien contre le cinéma d'auteur. C'est juste que j'aime pas qu'on se foute de ma gueule, quoi. Je comprends bien. Voilà. Bon, écoute, sur ces belles paroles, on va se... Parce que je bosse demain. Ouais, pareil. Profite de demain matin, tu te lèves tôt, puis tu mates RRR. Ouais, ça marche. Et comme ça, tu seras pas en décalage avec le reste du monde. Ça marche. Écoute, en tout cas, avec un grand plaisir, encore une fois, merci de m'avoir motivé, boosté un petit peu à venir parler de cinéma. Je recommencerai. T'es vraiment le meilleur pote, quoi. Merci, mon pote. Allez, bonne soirée à toi. Allez, ça marche.